Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour cette nouvelle animation sur la démarche qualité en formation. Aujourd'hui, nous prendrons 2 heures pour faire le point sur l'audit de renouvellement. Nous parlons bien évidemment de la certification Calliope, mais aussi on abordera rapidement le label Certif Région qui inclut la certification Calliope. Nous centrerons l'intervention sur la catégorie action de formation, qui est majoritaire, en particulier pour les petits organismes de formation, pour les organismes de formation de petite taille, qui sont proportionnellement plus présents lors de nos animations. Avant de démarrer, je précise que votre interlocuteur privilégié pour votre audit est votre organisme certificateur ou votre instance de labellisation, on le verra. Il saura répondre à certaines de vos questions concernant les modalités propres à votre structure. Vous le savez, pendant ce temps d'animation, notre objectif est de vous éclairer sur les bonnes pratiques et les points de vigilance. Nous soulèverons des cas généraux et des exemples anonymisés. Il ne s'agit pas de vous apporter un conseil personnalisé, mais bien une prise de recul, une mise en lumière de points essentiels à prendre en compte pour votre renouvellement. Il ne s'agit pas non plus d'une formation, on le répète, les animations du Carrefour et Foxtani ne sont pas des formations, mais vraiment des temps de partage aujourd'hui pour vous renforcer dans vos réflexions et vos pratiques professionnelles autour de la qualité. Alors, l'audit de renouvellement est peut-être nouveau pour vous ou bien l'avez-vous déjà vécu il y a 3 ans? Nous avons aussi peut-être quelques organismes nouvel entrants qui viennent glaner des informations. Quel que soit votre cas, vous êtes les bienvenus. Programme de notre journée, on va avoir 3 gros temps qu'on vous a mis en code couleur. D'abord, les modalités, comprendre se remettre dans le bain des conditions en quelque sorte d'audit. Ensuite, on aura un zoom sur les indicateurs aux non-conformités fréquentes. On ne passera pas en revue tous les indicateurs, vous les connaissez déjà pas mal, mais on aura un top 10 de notre intervenante sur les indicateurs aux non-conformités les plus fréquentes. Et puis, ben, la partie, je pense que vous attendez le plus, les bonnes pratiques sur voilà, je pense la dernière demi-heure pour qu'on puisse vraiment vous donner de la matière pour avancer avec des échanges au fur et à mesure et des temps dédiés en questions-réponses. Objectif du jour, je vais les survoler parce que je pense que vous les avez déjà en tête. On veut identifier, on veut que vous puissiez à la sortie de cette animation identifier les éléments clés de l'audit de renouvellement, identifier les non-conformités fréquentes et avoir quelques pratiques mises en avant pour les éviter. Développer des compétences pratiques aussi, pour, vous préparer à votre, audit de renouvellement et puis, derrière, préparer un plan d'action efficace pour l'audit, vous donner, voilà, un levier, toujours pratique, opérationnel, pour aller de l'avant. Alors, avant de démarrer et pour, ceux qui ne connaissent pas le label, je me permets de vous clarifier, le label Certif Région vis-à-vis de la certification Qualiopi pour que ce soit bien clair et que, voilà, les questions puissent arriver par la suite ou en tout cas, vous puissiez retrouver de l'information sur la page Certif Région. Donc, vous voyez en haut à droite la certification Qualiopi, la majorité d'entre vous, peut-être, êtes, certifiés, Qualiopi avec un organisme certificateur. Donc vous voyez, c'est vraiment l'organisme certificateur qui vient délivrer, la certification, Qualiopi pour un organisme de formation. Ce même organisme certificateur, si on regarde un peu plus bas, c'est le COFRAC. C'est le COFRAC qui accrédite les organismes certificateurs, qui alors délivre la certification Qualiopi. Juste à côté, on a l'exemple avec une instance de labellisation. C'est le cas pour cette autre instance de labellisation. Là, c'est France Compétences qui vient reconnaître des instances de labellisation, donc des autorités administratives qui avaient un label avant la mise en place de la certification Calliope. France Compétences les reconnaît comme capables d'octroyer leur label, mais aussi également la certification Calliope. Donc, la région Occitanie est instance de labellisation et octroie le label Certif Région qui inclut la certification Calliope. Il n'y a pas de label sans Calliope. Vous avez plus d'infos sur la page Certif Région, puis on en reparlera à plusieurs occasions aujourd'hui. Hop, je vais arrêter un petit peu de parler et donner la parole et présenter avec plaisir à Sabrina Alves de Start Compétences qui sera notre intervenante aujourd'hui. Bonjour Sabrina. Bonjour, merci beaucoup Virginie. Bienvenue à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour parler de l'audit de renouvellement. Donc moi, je suis Sabrina Alves, je suis dirigeante de l'organisme de formation Start Compétences, qui est un organisme plutôt spécialisé dans le domaine des ressources humaines et du management.
Enfin, l'organisme est certifié Qualiopi sur les actions de formation et la validation des acquis de l'expérience depuis 2021. Donc, moi, pour la petite histoire, j'ai déjà fait l'audit de renouvellement. Le 26 mars dernier, j'étais sur l'audit de surveillance. Et du coup, bah, l'année prochaine, je vais du coup me réorienter sur l'audit de renouvellement pour bah, du coup continuer sur cette certification. Et je suis aussi labellisée Certif Région depuis 2022 sur ces deux actions également, donc l'action de formation sur ces deux catégories, action de formation et validation et acquis de l'expérience. Je propose également des accompagnements Calliope. J'accompagne sur Calliope auprès d'organismes de formation, principalement donc du territoire de la région Occitanie. Je suis basée sur Uzès, dans le Gard, pas très très loin de Nîmes. Et voilà, donc je suis toujours ravie de faire part un petit peu de mon vécu. Pour la petite histoire, moi je suis un organisme de formation de petite taille, donc je trouve que c'est bien aussi, hein, comme l'a souligné Virginie, bah, aujourd'hui d'appuyer que l'audit de renouvellement pour un organisme de formation de petite taille, bah, c'est possible. Ça peut être aussi simple. Je veux pas dire facile parce que forcément il y a quand même aussi derrière des choses à mettre en place, hein. Il faut maintenir le process qualité. Mais voilà, c'est des choses qui ne sont pas insurmontables et pas forcément des plus chronophages. Voilà, donc je suis ravie d'être là aujourd'hui parmi vous. J'espère que je vous donnerai bah, de bons conseils, hein. Vraiment, vous allez voir dans la partie bonne pratique. Je réinvente pas la roue. Je vous donne un petit peu aussi mon retour d'expérience sur comment je viens voilà, organiser moi, mes audits avec des choses qui sont relativement simples. Ça se trouve, c'est déjà des choses que vous mettez en place dans vos organismes de formation. Vous me direz, du coup, à travers le chat. Et voilà, le but, c'est que vous repartiez avec des éléments concrets et applicables pour bien préparer votre audit de renouvellement. On va commencer par les modalités d'audit. Donc vraiment, on va dire la partie en amont de l'audit, que ce soit bah là principalement l'audit de renouvellement, mais de façon systématique, même pour l'audit de surveillance, ça se passe à peu près de cette façon. Je voudrais refaire déjà un point sur les différents audits. L'audit initial, je pense qu'aujourd'hui, si vous êtes là, c'est que vous avez déjà tous la certification ou peut-être aussi que voilà, vous êtes en train de vous intéresser à celle-ci. Bon, dans tous les cas, vous avez potentiellement déjà vécu ce qu'on appelle l'audit initial. Donc, c'est quand on se positionne pour avoir bah, la certification, hein, le certificat Calliope. Entre le 14e et le 22e mois, on revoit notre auditeur si on reste avec le même organisme certificateur. Et ça, à mon sens, c'est important de le rappeler que vous pouvez, c'est pas parce que vous commencez avec un organisme certificateur que vous êtes obligé, entre guillemets, de rester avec le même tout au long, en fait, de la durée de validité de votre certificat. Ça, je pense que c'est intéressant de le rappeler. En tout cas, au bout de, voilà, entre le 14e et le 22e mois, vous avez donc l'audit de surveillance. Alors, l'audit de surveillance, généralement, et c'est comme ça que ça se passe, il est beaucoup plus court. Il se fait en distanciel. Alors, quand je dis beaucoup plus court, bien évidemment, ça va dépendre, hein. Si vous êtes sur plusieurs catégories, ça va dépendre aussi de votre chiffre d'affaires. Mais dans sa globalité, si vous êtes que sur l'action de formation, comme voilà ce qu'on disait aujourd'hui, on va plus cibler cette catégorie. On est sur une demi-journée en distanciel. Et l'auditeur ne balaye pas l'intégralité des indicateurs. Parce que vous vous rendez bien compte que bah, sur une demi-journée, voilà, il y a quand même pas mal de travail, entre guillemets, déjà à passer les indicateurs qui sont visés. Alors si on doit balayer tous les indicateurs, ça risque d'être très très dense. Déjà qu'un audit, c'est très dense. Donc là, on est plus sur des indicateurs qui sont visés. Euh, 4 à 6 mois avant l'audit de renouvellement, et ça c'est important de l'avoir en esprit, c'est de planifier son audit de renouvellement. Alors, si vous restez avec le même organisme certificateur, généralement, voilà, si il y a un bon, on va dire, un bon chargé de clientèle, c'est eux qui vont revenir vers vous pour, voilà, un petit peu savoir où est-ce que vous en êtes. Si vous souhaitez aussi continuer hein, sur cette certification Calliope, parce que comme l'a souligné Virginie au début, bah, il y en a qui, du coup, il y a quand même une baisse de certificats depuis quelques années. Donc, il y a, voilà, un relâchement d'adhésion par rapport à ça.
Mais si vous souhaitez continuer, voilà, il va vous poser des questions et il va voir avec vous pour planifier cet audit de renouvellement, donc quand même 4 à 6 mois avant la date. Alors pourquoi ce temps est nécessaire? Parce que, bah, enfin, éventuellement, s'il y a des non-conformités, bon, si c'est des non-conformités mineures, généralement, on arrive à les lever sur un plan d'action, donc assez facilement, entre guillemets, même si voilà, des fois, il y a quand même un plan d'action bien ficelé à mettre en place. Mais si on a une non-conformité majeure, bah, ça peut prendre un peu plus de temps parce qu'on peut avoir ce qu'on appelle un audit complémentaire, donc un retour de notre auditeur sur notre site. Donc du coup, ça peut prendre un peu plus de temps aussi en termes de commission. Donc, c'est important de bien le planifier en amont. Donc, comme je disais, soit bah, le chargé de clientèle de votre organisme certificateur vous contacte pour planifier, soit c'est à vous de mettre un petit rappel dans votre agenda pour éviter bah, voilà, d'avoir une suspension ou une expiration de votre certificat parce que vous n'avez pas fait les choses du coup dans un temps imparti. Voilà, moi, comme je disais, j'ai passé mon audit de surveillance donc le 26 mars dernier et voilà, mon auditrice m'a dit bah, on se revoit l'année prochaine parce que moi mon certificat du coup expire en septembre 2027. Voilà, elle m'a encore conseillé aussi, hein, c'est un petit peu, je pense, le rôle des auditeurs auditrices de nous apporter des conseils en disant voilà, essayez d'anticiper cette audit, voilà, 4 à 6 mois avant la fin de votre validité de certificat pour éviter voilà, qu'il y ait des aléas, qu'il y ait des couacs et que du coup, bah, voilà, vous ayez une suspension de votre certificat. Donc ça, bon, je vous rappelle aussi que la durée de validité, mais ça, je pense que vous l'avez en esprit, on est sur 3 ans. Alors, comment ça se passe en amont de l'audit? Déjà, l'organisme certificateur, quand vous avez planifié voilà, la date de votre audit de renouvellement, généralement, il vous appelle ou il vous envoie un petit mail, on va dire quelques semaines ou un mois avant votre audit, pour venir collecter des informations auprès de votre organisme de formation. Si, voilà, bien évidemment, vous restez avec le même organisme, mais c'est le même schéma si vous partez avec un autre organisme certificateur. Donc, les éléments qu'ils vont collecter, ça va être, voilà, l'actualisation des données administratives. On va refaire un point avec vous. Si vous avez toujours le même numéro de SIRET, si vous avez toujours la même adresse qui figure, hein, du coup les mêmes coordonnées postales, si c'est toujours le même dirigeant, l'organigramme hein, également, ça c'est des choses qui demandent, ou alors une liste du coup des personnes qui sont présentes dans la structure. Ils vont également demander s'il y a eu voilà, des modifications quelconques, hein. Donc, c'est vrai que, par exemple, si vous déménagez, s'il y a un changement de siège social qui va impacter bah, le numéro de SIRET, c'est important de leur communiquer. Voilà. Moi, je fais un point par rapport à ça, mais ça apporte sur mon audit de surveillance. Moi, j'ai changé du coup d'adresse de siège social, donc il y a eu un changement de SIRET, donc je les ai directement informés. Qu'est-ce qui se passe? Bah, eux, en fait, voilà, ils mettent à jour les informations dans leur machine et ils éditent, du coup, un certificat avec bah, les bonnes coordonnées. Hein, parce que, bah, pour rappel, on verra ça dans les non-conformités, mais le certificat doit être apparent, du coup, sur les lieux avec bah, les lieux de formation, du moins, dans votre structure, sur le site, avec les bonnes coordonnées. Il va également collecter le dernier bilan pédagogique financier. Donc voilà, ça tombe bien. On va faire celui du coup de 2025. On est en plein dedans. Il va collecter le dernier pour déterminer la durée de l'audit. Alors, on va faire un focus après hein, sur du coup la durée de l'audit. De quoi ça dépend. Mais bon, le BPF, je pense que vous savez ce que c'est. Vous êtes confronté chaque année à ça. Et on y met son chiffre d'affaires. Donc, c'est aussi ce que va regarder bah, du coup l'organisme certificateur pour déterminer la durée de l'audit. Mais aussi, le jour de l'audit de renouvellement, l'auditeur a le BPF sous les yeux et peut bah, voilà, vous poser des questions au niveau de l'échantillonnage en disant bah, voilà, sur le BPF de, bah, là, on va dire l'année 2025, vous avez notifié qu'il y avait eu une formation certifiante inscrite au RNCP. On va partir sur cet échantillon, quel est le nom, etc. Donc, l'auditeur ou l'auditrice peut se référer aussi à ce bilan pédagogique qui a été remonté en amont auprès de l'organisme certificateur. Également, ce qui va être collecté, bah, c'est la description des activités de l'organisme de formation depuis l'audit de surveillance. Donc, c'est de savoir si vous avez changé notamment bah, de secteur d'activité dans la formation. Voilà, peut-être qu'il y a des formations qui sont plus présentes au catalogue.
Peut-être que vous avez rajouté des formations au catalogue qui peuvent être certifiantes, qui n'y étaient pas lors de l'audit de surveillance et qui sont du coup lors de l'audit de renouvellement classées dans la catégorie de formation certifiante. Dans ce cas, vous êtes quand même confronté à des indicateurs qui sont communs, mais plus spécifiques du coup aux formations certifiantes. Voilà, donc il y a toutes ces informations qui sont collectées en amont. Donc soit ça peut être par un simple mail, soit par exemple, ils peuvent avoir directement ce qu'on appelle un coffre-fort. Moi, je sais que mon organisme certificateur, c'est ça, hein, ils ont directement ils appellent ça un fort où ils viennent collecter les infos. Voilà, je me connecte directement, je dépose les infos. Comme ça, l'auditeur se connecte, a également les infos, l'organisme certificateur aussi. Du coup, voilà, tout est condensé, il n'y a pas de perte de mail ou perte d'informations directement. Donc ça, c'est sur la partie en amont de l'audit. Alors, concernant les modalités, donc déjà, l'organisme doit avoir mis en œuvre une action dans son périmètre pour pouvoir déclencher l'audit. Donc là, vous devez, pour qu'il y ait un audit de renouvellement, vous ne pouvez pas, hein, l'audit initial, on peut, rappelez-vous, se positionner en tant que nouvel entrant, c'est-à-dire, voilà, en n'ayant potentiellement pas mis en place des formations vendues en direct. Là, l'audit de renouvellement, c'est différent. Il faut que vous ayez au moins mis en œuvre une action dans votre périmètre. Donc, le périmètre, hein, rappelez-vous, action, bilan de compétences, CFA, etc., pour pouvoir déclencher un audit. Bon, généralement, les actions de formation, c'est des choses qu'on arrive à commercialiser. On a mis en œuvre ces actions, donc on n'a pas de problématique pour se positionner sur cet audit de renouvellement. Moi, je vais juste prendre mon cas, parce que je vous ai expliqué que moi, je suis sur la formation, l'action de formation et la validation des acquis d'expérience lors de mon audit de renouvellement en 2024. Donc, ça commence déjà un petit peu à dater. Moi, sur la validation des acquis d'expérience, c'est pas une offre que je commercialise très régulièrement. Je vends beaucoup plus d'actions de formation que d'accompagnement en VAE. Et du coup, j'avais l'échantillon de l'audit de surveillance avait déjà été échantillonné et déjà audité sur cette partie-là. Et lors de l'audit de renouvellement, j'avais pas vendu entre l'audit de surveillance et l'audit de renouvellement d'accompagnement VAE. Mais donc, ce qui m'a quand même sauvé et on va dire sécurisé ce périmètre, c'est que j'ai pu derrière, j'avais l'opportunité d'avoir contractualisé un accompagnement VAE et l'accompagnement allait commencer du coup quelques mois après. Donc j'avais une traçabilité, une preuve que j'allais continuer du coup sur ce périmètre. Donc forcément, lors de mon audit de surveillance le 26 mars dernier, mon auditrice, elle est venue me poser des questions sur cette contractualisation d'accompagnement VAE que j'avais notifié lors de l'audit de renouvellement. Donc ça, c'est vraiment un petit point que je tenais à aborder. Comme je vous disais, sur l'audit de surveillance, on est sur du distanciel. Par contre, l'audit de renouvellement, c'est obligatoirement du présentiel. Voilà, donc là, c'est vrai que quand on était encore sur le cadre de la crise sanitaire, on pouvait en effet avoir un peu distanciel, présentiel, etc. Là, c'est comme ça, voilà, c'est-à-dire que l'audit de renouvellement, c'est en présentiel. Alors, ça peut être soit dans vos titres directement, hein, mais par exemple, si vous êtes organisme de formation unipersonnel comme moi-même et que, je sais pas, imaginons votre siège social, c'est votre domicile, comme moi par exemple, vous pouvez, si vous le souhaitez, il faut le notifier du coup à l'organisme et à l'auditeur, faire venir votre auditeur du coup dans un lieu tiers. Donc généralement, ça va être quand même un lieu une salle de formation, hein, un lieu où on va potentiellement pouvoir former pour pouvoir passer votre audit. Donc ça, c'est tout à fait possible. Moi, par exemple, j'ai des bureaux et une petite salle de formation sur Uzès. Mon auditeur ne vient pas à mon siège social qui est mon domicile, mais se déplace directement, dans mes bureaux sur Uzès. Et ça pose bien évidemment aucun problème. La durée donc de l'audit de renouvellement, comme je l'ai dit, ça va dépendre en fonction de votre chiffre d'affaires, du nombre aussi de sites audités, parce que peut-être que vous êtes multisite. Donc, qui dit multisite dit un audit sur chaque site, et aussi de la catégorie d'action visée. Voilà, si vous êtes que sur de l'action formation, si vous avez aussi de la VAE comme moi, si vous avez du bilan de compétences, ou si vous êtes sur les 4 catégories. Là, du coup, ça va prendre beaucoup plus de temps. Et en effet, le tarif de l'audit est proportionnel à sa durée. Du coup,
fait le lien avec ce que je vais justement vous montrer après concernant la durée. On va aborder du coup maintenant les objectifs de l'audit de renouvellement. Là, cet audit de renouvellement, on est vraiment ici pour venir vérifier la conformité du dispositif, c'est-à-dire la conformité de votre processus qualité qui est présent dans votre structure, dans votre entreprise. C'est aussi de vérifier les actions correctives qui ont été bah, relevées, qui du coup qui ont fait lieu à des non-conformités mineures ou majeures et qui ont été relevées lors de l'audit de surveillance. Euh, Généralement, alors ça dépend, hein, c'est vrai que le déroulé d'un audit de renouvellement euh, peut dépendre d'un auditeur à un autre. Il y a des auditeurs qui vont balayer indicateur par indicateur. Il y a des auditeurs qui vont dire, bah voilà, sur telle formation, comment vous avez informé. Enfin, voilà, de balayer du coup les indicateurs, mais de façon plutôt sur le déroulement d'une formation. Et bah, bien évidemment, s'il y a des non-conformités, il va potentiellement, automatiquement mettre le doigt sur cette non-conformité et savoir bah, comment vous avez fait, est-ce que vous avez bien mis en place le plan d'action? Voilà, si c'est sur une non-conformité mineure. Si vous l'avez bien, bah, du coup, intégré dans votre démarche qualité. Et si c'est OK, si vous n'êtes pas confronté à une nouvelle conformité, non-conformité du moins, lors de cet audit de renouvellement. Bon, comme je disais aussi, c'est de vérifier les différents éléments relatifs à l'organisme de formation, hein. C'est de savoir aussi si vous êtes aujourd'hui sur de la formation purement directe, si vous avez aussi une casquette de sous-traitant pour un autre organisme de formation, et ça, je ferai un point un peu plus tard là-dessus, parce que bah, il y a des points de vigilance qui sont notifiés dans le référentiel et qui sont du coup aussi audités lors de l'audit de renouvellement. Il n'y a pas que les formations qu'on peut vendre en direct de par voilà l'entité de notre organisme. Vérifier le bon usage de la charte. Ça, bah, principalement, et je remettrai un petit coup là-dessus, un petit coup de viseur sur l'indicateur numéro 1 avec le fameux logo. C'est important, voilà, on vous délivre la charte d'usage donc de cette certification. Vous devez la respecter. Et ça, c'est aussi le rôle du coup de l'auditeur, l'auditrice, de vérifier que vous êtes bien en adéquation avec ce qui vous a été délivré. Et enfin aussi, et c'est ça, hein, c'est-à-dire qu'un processus qualité, c'est pas on fait quelque chose lors de l'audit initial, on l'enrichit, on le repropose, enfin voilà, on présente lors de l'audit de surveillance que les choses n'ont pas évolué, qu'il n'y a pas eu des évolutions, des démarches d'amélioration continue, et c'est bien ça qui est attendu, hein. Rappelez-vous, on est sur les derniers indicateurs du coup de la certification, 30, 31 et 32, qui sont plutôt intégrés dans une démarche d'amélioration continue. Donc, c'est pas parce que vous avez proposé des choses lors de l'audit initial que les choses ont évolué, n'ont pas évolué lors de l'audit de renouvellement. Moi, typiquement, c'est vrai que j'ai proposé beaucoup de choses lors de l'audit initial, donc en 2021. Vous vous rendez bien compte qu'aujourd'hui, en 2026, mes process ont évolué et j'arrive à le justifier. J'arrive à expliquer pourquoi ils ont évolué, pourquoi je les ai adaptés du coup différemment, qu'est-ce que je suis venue aussi bah, à améliorer. Parce que bah, forcément, entre-temps, j'ai commercialisé des formations, des accompagnements. J'ai peut-être aussi vu que certains process ne correspondaient pas à ce que j'avais justement envie de mettre en place. Pour moi, ça me mettait un petit peu en difficulté sur le sens de suivi. Donc voilà, il y a des choses qui ont été améliorées et c'est ce qu'on attend aussi hein, de vous dans cette démarche. C'est cet axe de démarche d'amélioration continue. Ça, c'est très important de l'avoir en esprit. Alors justement, on va prendre une intervention, qui a été un partage qui a Hmm. été mis dans le chat. Je pense que c'est justement, Oui, le bon moment, la bonne thématique, donc pas forcément attendre super. le temps de questions-réponses. Aline Champenois, je me permets de lire, votre partage, enfin vos partages, parce que je pense vraiment que mais pour le coup, il y a eu peut-être d'autres expériences, en tout cas par téléphone. Moi, j'ai eu plusieurs organismes qui m'ont fait part de ça. Je prends le temps de le lire, à haute voix pour tout le monde, d'accord? Je viens de passer, donc c'est un cas particulier, hein, enfin une expérience, on va dire. Je viens de passer l'audit de surveillance après un premier cycle complet, donc initial, surveillance, renouvellement.
OK, donc c'est son deuxième cycle, hein, c'était la surveillance de son deuxième cycle. J'avoue que je suis dubitative quant à la lecture des indicateurs par les différents auditeurs à qui j'ai eu affaire. Sachant que je n'avais aucun changement dans mon fonctionnement, je pensais m'appuyer sur ma «réussite» entre guillemets après le premier audit de surveillance. Or, chaque auditeur attend des éléments différents, lesquels éléments peuvent entraîner des non-conformités pour les uns et zéro non-conformité pour d'autres. Ce constat m'a beaucoup déstabilisée et épuisée. Elle complète en disant préciser, hein, que je n'avais eu aucune non-conformité durant le cycle 1 et zéro non plus à l'audit de surveillance en mars dernier. Mais tout de même, les remarques des auditeurs sont tellement différentes l'un à l'autre. Donc effectivement, il y a 2 volets. Je laisserai Sabrina, renchérir. Il y a d'un côté le Mmh. volet, de l'organisme de formation et la posture d'amélioration continue, s'appuyer sur ses acquis et pour les améliorer, mais aussi ce côté, du travail des organismes certificateurs dans l'harmonisation des pratiques des auditeurs, auditrices. Donc peut-être quelques commentaires sur ces deux pans? Oui, alors bon, moi, c'est vrai que j'ai jamais eu, j'ai eu plusieurs auditeurs, auditrices, hein. C'est vrai qu'ils ont été, différents, lors de mes différents audits. Mais c'est vrai que ce qu'a vécu, Aline, c'est des choses que j'ai déjà entendues auprès de d'autres formateurs, et qui m'a quand même beaucoup interpellée parce que c'est vrai que, comme on dit, je pense que certains auditeurs, attendent ont peut-être d'autres attentes qui est simplement notifié dans le référentiel national, qualité. Heu et des fois, c'est vrai que, bah, je peux comprendre un petit peu la position d'Aline en disant: «Bah, j'ai été un petit peu, du coup, déstabilisée». Ça peut déstabiliser parce qu'on se dit: «Bah, voilà, lors de mon audit précédent, limite, j'ai eu, des félicitations, sur, sur mon process, comme quoi tout était carré, tout était bien structuré». Et là, donc je partais avec, en effet, comme elle le souligne, une réussite, c'est-à-dire je suis stable et je sais que, voilà, tout va bien. Et qu'en face de vous, vous avez une personne qui a peut-être des attentes différentes et qui vient peut-être aussi interpréter, le référentiel d'une autre façon. Moi, j'ai entendu beaucoup de choses qui m'ont beaucoup interpellée, où je me suis dit, et moi, on m'a jamais dit, «Bah, voilà, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas». Et c'est vrai que, bon, moi, je me suis permise, hein, en fin d'audit, de poser, du coup, des questions à mon auditrice pour savoir concrètement ce qu'il en était. Et du coup, bah, voilà, elle me disait clairement: «Il y a certains auditeurs qui vont au-delà, c'est-à-dire qu'ils vont au-delà». Mais là, comme vous le enfin voilà, comme, Virginie l'a souligné, je pense que c'est aux organismes certificateurs, et je pense que quand c'est comme ça, c'est important de se tourner auprès des organismes certificateurs directement, et pas forcément qu'auprès de l'auditeur, pour faire un point en disant: «Bah voilà, je comprends pas, lors de l'audit précédent, je n'ai pas eu ce rapport». Et puis en plus, vous avez le constat, hein, le constat d'audit. Donc si en plus de ça, il y a pas eu de notification par écrit, bah, c'est de demander des explications directement, en fait, à l'organisme certificateur et pas forcément à l'auditeur. Bon, les, auditeurs, en théorie, ils sont quand même, formés au référentiel, ils suivent des formations, voilà. Bon, je sais que certains organismes certificateurs, il n'y a pas si longtemps que ça, se sont fait retirer leur, accréditation voilà, pour délivrer justement, ce certificat, parce que, bah, il y avait, justement, ils étaient pas forcément trop dans les clous au niveau bah, du positionnement de l'auditeur sur la délivrance, enfin, sur la notification, du coup, de ces certificats Qualiopi. Mais bon, voilà, comme je peux Oui. dire, c'est vrai que quand c'est comme ça, vraiment un conseil, c'est de pas hésiter à décrocher le téléphone ou de formuler un mail et de demander à l'organisme certificateur un petit peu des explications, quoi, fondées sur, Et oui. les indicateurs visés. Tout à fait, hein, ce que Sabrina et je pense que Marie-Béatrice Planche de la région, pourrait aussi, si elle le souhaite, abonder, mais les organismes certificateurs et instances de labellisation sont elles-mêmes accréditées ou reconnues pour 3 ans. Donc elles-mêmes font preuve de cette démarche d'amélioration continue et il y a eu, dans beaucoup de débats, cette harmonisation, des pratiques des auditeurs et des auditrices. Quand il y a une nouvelle, formulation, qu'il y a une nouvelle interprétation, il y a un temps d'harmonisation des pratiques, par exemple pour, le label Certif Région et il y a eu une journée d'harmonisation, des pratiques. C'est un levier important pour les organismes certificateurs
certificateur. Vous pouvez aussi être, questionnant là-dessus, peut-être auprès Oui, de votre organisme certificateur. En tout cas, chaque acteur, de la qualité avance, dans la certification Qualiopi, enfin par rapport aux exigences. Pendant une certaine période, des préconisations étaient un peu d'essayer de se mettre à la place de l'auditeur, l'auditrice pour comprendre ce qu'il attend et y répondre. Là, c'est pas ce qu'on va vous indiquer. Au contraire, vous, votre travail, c'est d'argumenter, de montrer ce que vous avez fait, et de revenir à l'indicateur, à ce qui est, écrit. Voilà, si, vous pensez sincèrement avoir répondu à l'indicateur, revenez sur l'indicateur, redémontrez ce que vous avez fait en réponse, en argumentant pourquoi dans votre structure ça correspond à la logique et potentiellement faire remonter à l'organisme certificateur derrière. Voilà. Vous, votre rôle, c'est de démontrer au regard de l'indicateur et revenir au libellé de l'indicateur pour revenir au concret peut être aussi une bonne pratique, une opportunité. En tout cas, c'est quelques retours que j'ai eu d'organismes certificateurs ou d'auditeurs, auditrices sur le terrain. Est-ce tout à que fait. on a fait le tour pour ça? Alors on a un commentaire supplémentaire, Oui, hein, de New Learning School qui dit: «J'ai eu mon audit de renouvellement la semaine prochaine». D'accord, c'est et j'ai demandé et obtenu un rendez-vous téléphonique préalable où j'ai pu poser mes questions. J'espère ne pas vivre votre expérience, chère Aline. Alors, effectivement, enfin, les organismes certificateurs sont là aussi pour répondre à vos questions de préparation. oui, Eux-mêmes ont eu, l'obligation de mettre en place, tout ce qui est recueil, des réclamations, par exemple. Donc eux-mêmes se sont mieux organisés pour recueillir les remarques, les éventuelles réclamations, de leurs clients et donc derrière, bah, ça contribue à l'harmonisation, des pratiques des auditeurs, auditrices, hein. On fonctionne tous ensemble, hein, sur ce sujet-là. tout à Je fait. pense qu'on a fait le tour, à part s'il y a d'autres remarques, d'autres commentaires? On est bon? Super. Je passe à la slide, suivante, ça va? Oui, 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 bon, du coup, c'est sur la durée, ouais, en effet. Donc, la durée, comme je l'ai déjà un petit peu expliqué, donc la durée de l'audit de renouvellement va dépendre donc des catégories d'actions, hein, des catégories du périmètre auquel vous êtes confronté, de votre chiffre d'affaires. Bon, on est quand même sur une durée de base de une journée. C'est-à-dire que voilà, on est sur un jour et après, on peut avoir des demi-journées supplémentaires si on est visé du coup par d'autres catégories, bilan de compétences, VAE ou CFA, et aussi si on est multisite. D'accord? Parce que forcément, il va y avoir un échantillonnage par site. Donc, voilà, l'audit de renouvellement. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, le tarif va dépendre de la durée et également donc de ces différents périmètres à auditer. On va du coup faire le point, en conclusion de cette première partie sur les points d'attention que je peux déjà vous délivrer lors de l'audit de renouvellement. Bah, comme j'ai déjà évoqué, à contrario de l'audit de surveillance où il y a juste une sélection de certains indicateurs, là, tous les indicateurs seront du coup audités lors de l'audit de renouvellement. C'est pour ça que bah, on passe de une demi-journée à une journée pleine minimum sur l'audit de renouvellement. Euh, Périmètre et période d'antériorité, c'est-à-dire que vont pouvoir être auditées toutes les actions de formation qui ont été mises en œuvre depuis l'audit de surveillance. Voilà, donc voilà, c'est à partir de l'audit de surveillance que va revenir l'auditeur, l'auditrice, pour pouvoir voilà choisir du coup son échantillonnage. Donc le choix, les caractéristiques de l'échantillonnage, ça va voilà dépendre de est-ce que, comme je le disais tout à l'heure, est-ce que vous, bah, du coup, entre l'audit de surveillance et l'audit de renouvellement, vous avez intégré dans votre catalogue une formation certifiante? Bah, dans ce cas-là, vous êtes concerné bah, par des indicateurs, notamment l'indicateur 3 hein, du premier critère, auquel vous étiez peut-être pas confronté lors de l'audit de surveillance. Est-ce que vous avez aussi recours à faire appel à un sous-traitant? Voilà. Est-ce que vous avez vous-même été aussi sous-traitant d'un autre organisme de formation? Est-ce qu'il y a eu des nouvelles modalités? C'est-à-dire, est-ce que vous faisiez lors de l'audit de surveillance que du présentiel et là, vous êtes parti du coup sur du distanciel avec du learning, par exemple? Voilà, donc ça, concrètement, c'est comme ça que l'auditeur va venir en fait choisir l'échantillon sur lequel il va du coup dérouler son audit de renouvellement. Donc, bah, bien évidemment, là j'aborde déjà, c'est un point d'attention, mais c'est aussi une bonne pratique. Je reviendrai dessus un peu plus tard.
c'est de préparer vraiment les dossiers en amont afin de démontrer l'existence des preuves. Parce que comme me disait Virginie, c'est vrai que on va pouvoir apporter des justifications à l'oral de comment, voilà, pourquoi et comment on a fait les choses. Mais ce que veut voir l'auditeur, et puis c'est ce qu'il va collecter aussi en élément de preuve quand ça va passer après en commission, c'est l'existence de ces preuves. Donc c'est le palpable entre guillemets. Donc ça peut être toutes les preuves matérielles, hein, donc ça peut être voilà des preuves digitales, ça peut être des formats papier. Donc moi je conseille quand même, c'est d'avoir pas très loin de soi lors de l'audit de renouvellement, bah, une imprimante et potentiellement un scanner pour pouvoir voilà directement aussi alimenter ensuite le recueil de ces éléments de preuve. Et aussi c'est l'observation directe sur site. Voilà, l'auditeur, il n'est pas simplement assis sur une chaise. Il y a des indicateurs qui concernent notamment bah, voilà, le bon fonctionnement, si le matériel est en bonne adéquation. Il va visiter aussi du coup le plateau technique. Et comme je disais, il va regarder si votre certificat est bien apparent du coup dans les locaux auxquels vous accueillez potentiellement des apprenants. Donc ça, c'est les petits points d'attention à avoir, c'est vraiment d'avoir tout préparé. Donc c'est des choses qui se préparent, hein, qui sont pas la veille pour le lendemain. Je crois qu'on est sur un temps de questions-réponses. Il Est-ce n'y a pas de que questions, mais parce que toutes les réponses ont été données. parfait, Dans tous les cas, parfait. j'invite, voilà, tous les participants, participantes. Ah, ça y est, on a un On commentaire. a eu. On aime aussi les commentaires, ça permet de Mm. discuter et de voir qu'on Oui, est tous, voilà, un peu dans le même c'est panier. ça. Allez, on y va pour un nouveau commentaire que je vous partage à l'oral. Avoir un rendez-vous téléphonique pré-audit est très intéressant car on peut faire connaissance avec son Mm. auditeur ou son auditrice et partager ses attentes, mais aussi ses propres questionnements et anticiper les dernières actions avant l'audit lui-même. Lors de mon dernier audit, qui était de surveillance, j'ai eu cette opportunité et cela a été bénéfique. Pour ma part, je ne l'ai pas demandé, c'est l'auditeur qui me l'a proposé. Et je suis ravie que cela se soit passé ainsi. Désormais, je demanderai cet échange. Mm. Ouais, Tout ce qui peut être mis pour vous mettre à l'aise c'est est ça. est important. Donc, après pour ma part, dans les échanges, que j'ai eus, j'ai pas entendu, cela fréquemment, dans la préparation. Vous êtes généralement en contact avec les auditeurs ou auditrices en direct pour trouver la date. Mais effectivement, ça peut être, une demande, faite, avant votre audit. Ouais. Et je pense que ça dépend aussi des auditeurs et peut-être des organismes certificateurs qui essaient de conditionner leurs auditeurs à dire, voilà, il faut contacter, ne serait-ce que déjà pour reconfirmer la date, pour reconfirmer le lieu, les horaires aussi, je pense. Moi, je sais que voilà, mon auditeur ou auditrice me contacte à chaque fois, généralement la semaine avant, pour bien confirmer l'heure, le lieu, etc. Et puis voilà, me dire éventuellement entre midi et deux comment ça va se passer aussi hein, sur la partie logistique pure et dure, et me demande si j'ai des questions. Voilà, si j'ai des questions liées au déroulement de l'audit ou liées. Donc c'est vrai que c'est intéressant et ça rassure. Ça rassure aussi, voilà, comme l'a dit je... Poubelle, je pense que c'est pas le prénom, mais mais voilà, je trouve que ça rassure et que c'est important de le demander. Donc si, en effet, comme l'a dit Virginie, c'est vrai que si c'est pas fait de façon systématique, faut pas hésiter encore une fois, à décrocher le téléphone. Voilà, l'organisme certificateur, ils sont aussi à votre disposition pour répondre à vos questions. Et je sais que certains organismes certificateurs aussi animent des webinaires pour bien vous préparer, du coup, à ces audits. Donc, faut pas hésiter aussi à y Oui, participer. complètement. Il y a des animations webinaires, alors j'ai Ouais, l'impression que j'ai, de faire une petite veille là-dessus. Souvent, on est sur des webinaires mensuels, ou oui. alors, un webinaire, qui vient avec une Mm. a actualité, même si, enfin, on vous oriente vers les webinaires de Mm. votre organisme certificateur ou, instance de labellisation, mais, vous pouvez aussi aller, voir certains éléments produits par d'autres organismes certificateurs aussi pour avoir d'autres, manières de formuler les choses ou d'autres approches et une prise de recul. Effectivement, les animations du Carrefour F Occitanie viennent en complément, en fait, de ces Mm. éléments-là, des ressources, produits par les organismes, certificateurs pour vous apporter aussi une vision un petit peu plus large, prendre un petit peu de recul et peut-être prioriser aussi. Sur les non-conformités fréquentes, du coup, la deuxième partie de ce webinaire aujourd'hui, je pense que c'est important de faire un zoom. Alors, comme le disait Virginie, on va pas balayer tous les indicateurs. Je pense que vous les connaissez. Je pense que voilà, vous avez assez lu le référentiel, mais on va faire un focus sur les non-conformités fréquentes.
qui sont rencontrés principalement lors des audits de renouvellement. Et j'ai fait aussi des petits points d'attention sur les non-conformités majeures, c'est-à-dire voilà, celles où bah, derrière, il n'y a pas simplement une proposition de plan d'action, on peut être sur de l'audit du coup complémentaire. Donc déjà sur les points d'attention liés à la sous-traitance, ça c'est ce que je vous disais. Moi, je sais que par exemple, lors de l'audit initial, la sous-traitance, on n'en parlait pas. Il y a eu des évolutions au niveau du référentiel. On est sur une V9 et une potentielle V10 qui est un petit peu dans les tuyaux. À l'approche, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va sortir, mais bon, on est prêt à l'accueillir. Euh, Juste, si demain vous êtes sous-traitant pour un organisme de formation qui lui-même est certifié du coup Calliope, vous avez des points d'attention sur trois indicateurs principaux. Dans l'indicateur numéro 5, où vous devez bah, démontrer que vous tenez compte des objectifs qui ont été définis par le donneur d'ordre. Donc, même si vous animez une formation où on vous donne le programme de formation, c'est-à-dire que c'est pas vous qui avez travaillé l'ingénierie, vous devez quand même démontrer que dans votre animation, dans vos évaluations, vous tenez compte des objectifs qui vous ont été donnés à travers le programme de formation. Et ça, c'est important de le démontrer. C'est pas là encore une fois, on est sur de la preuve, d'accord? Donc d'apporter une preuve que vous appliquez bien justement la prise en compte de l'objectif qui est défini par la formation en elle-même ou les objectifs pédagogiques. L'indicateur 26, l'indicateur notamment sur bah voilà, votre réseau. Donc, même si vous êtes certifié et simple sous-traitant, vous devez démontrer que vous avez un réseau de partenaires, d'experts ou d'acteurs dans le champ du handicap. Ou que, alors, votre donneur d'ordre vous a communiqué une liste. Hein. Donc ça aussi, il ne faut pas hésiter à échanger avec votre donneur d'ordre sur l'éventuelle liste. Mais moi, ce que je vous conseille quand même pour cet indicateur, c'est d'avoir vous-même ce vivier de partenaires présents voilà, pour vous, hein, pour pouvoir voilà, les exploiter, les appeler, communiquer avec eux, échanger avec eux en cas de besoin pour des personnes qui sont en situation de handicap. C'est pareil, ça fera du coup le lien avec un indicateur où il y a une non-conformité très fréquente sur cet indicateur-là en lui-même. Et enfin, l'indicateur 30, vous devez recueillir l'appréciation pardon, bah, des bénéficiaires et de votre donneur d'ordre sur la prestation réalisée. Et là, je peux parler du coup de mon cas, parce que lors de mon audit de renouvellement, je me suis pris une petite non-conformité mineure, voilà, et je le dis, parce que je travaillais en sous-traitance temporairement avec un donneur d'ordre, un organisme de formation donneur d'ordre. Et alors, je recueille l'appréciation. C'est sûr que voilà, j'ai changé avec le donneur d'ordre par téléphone sur la formation. Puis c'était sur une formation certifiante, hein, c'était sur un titre pro. Donc on échangeait, voilà, sur les fins de formation, etc. Mais c'était juste un échange par téléphone. Donc, bah, difficile de prouver à votre auditeur, auditrice, que vous aviez quand même recueilli ces appréciations voilà, générales de votre donneur d'ordre juste par un coup de fil. Donc, du coup, bah forcément, hein, mon plan d'action, ça a été de rédiger un mail, donc de présenter un modèle de mail qui sera du coup à chaque fois, alors sur 2025-2026, il n'y a pas eu de sous-traitance, mais si demain je dois refaire de la sous-traitance auprès d'un organisme, bah voilà, j'enverrai le mail pour recueillir du coup l'appréciation de mon donneur d'ordre sur les formations, savoir un petit peu ce qu'il a pensé de mes prestations. Et du coup, encore une fois, comme je vous disais, sur ce critère, on est vraiment dans des axes d'amélioration continue. Donc, pour venir faire évoluer mes pratiques de formatrice, d'animation, sur les techniques, etc. Donc, ça, c'est un plan d'action que j'ai présenté et qui va être applicable quand je serai du coup de nouveau confrontée à de la sous-traitance, peut-être dans un certain jour. Voilà, donc ça, vous voyez, encore une fois, comme je disais, même si vous le justifiez en disant, bah si, quand même, j'appelle, etc., j'entretiens, on mange ensemble, il faut quand même qu'il y ait du palpable, de la preuve qui soit démontrée à votre auditeur. Même si vous croit sur parole, lui, derrière, il faut qu'il vienne quand même présenter votre dossier en commission et du coup, présenter les preuves.
Sur le sujet de la sous-traitance, on a une question dans le chat. Est-il possible de préciser la notion de sous-traitance? Oui, Alors, on a oui. eu, 2 animations très riches sur cette notion-là, sur la notion de sous-traitance et sur le lien avec la qualité. Donc je vous ai mis les ressources, dans le chat. Elles sont aussi, sur la slide 24, du support. Ces animations ont permis l'intervention d'un juriste, avocat spécialisé dans les organismes de formation. Donc la réponse est bien complète, ce qu'est la sous-traitance. C'était en janvier 2025, hein, sur, le cadre juridique, de la sous-traitance en formation et en janvier 2026, on a, pu faire un regard croisé entre ce juriste et un auditeur, un certif région Qualiopi qui vient du cabinet, Startup Mayotica pour que justement cette notion soit éclairée d'un point de vue, juridique légal, mais aussi d'un point de vue qualité et a été soulevée un petit peu cette notion, d'excès de zèle peut-être, parfois des auditeurs ou auditrices et bien calibrer ce qui est pour vous, organisme de formation, essentiel pour répondre, aux obligations légales et pour répondre aux attendus, de niveau d'exigence, qualité. Donc, des ressources, à ce niveau-là. Est-ce que Sabrina, souhaite compléter un petit peu sur la notion de sous-traitance ou on passe à la slide suivante? On peut passer à la slide suivante. C'est vrai que là, du coup, Marie-Béatrice disait dans le chat, un élément de preuve de plus en plus attendu en sous-traitance, c'est le contrat ou la convention de sous-traitance. Et ouais, Tout ça, à c'est fait, sûr. tout Ouais. à fait, et c'est abordé dans l'animation. Ça vous donne, voilà, quelques Mm. cadres de pratiques, qui vous orientent dans le bon sens. Merci pour ces interventions. Allez, on continue? N'hésitez pas, hein, faites-nous part de vos questions, vos remarques, on les prend au maximum. Alors, j'ai fait un top 10. Alors, on peut dire un top 10 ou un flop 10. Mais bon, je préfère la top quand même, rester sur du positif. Parce qu'encore une fois, c'est vrai que c'est pas parce qu'on a une non-conformité que c'est un échec. Encore une fois, on est vraiment dans une démarche de dire, OK, j'ai une non-conformité, mais rappelez-vous, on est dans une amélioration continue. Donc, c'est aussi un apprentissage, d'accord? Une amélioration de nos pratiques. Euh, le premier indicateur, et c'est celui qui est le regardé généralement en premier, c'est l'information au public. Bien souvent, comme je disais, il y a quand même une mauvaise utilisation de la charte. Donc, encore maintenant, on le retrouve peut-être un peu moins parce que lors des audits de surveillance, il y a eu beaucoup de non-conformité, mais on arrive encore à voir des fois des logos qui n'ont pas leur place ou alors qui ne mentionnent pas justement que cette certification concerne uniquement les actions de formation ou voilà, la validation des acquis d'expérience. Mais voilà, ça en tout cas, c'est une des non-conformités récurrentes et aussi l'absence ou la non mise à jour des informations. Que ça soit sur le programme, mais aussi sur le site internet. Rappelez-vous, votre auditeur ou auditrice, généralement, regarde votre site internet, votre moyen de communication sur la formation, comment vous informez le public de vos formations. Et s'il y a des éléments qui sont non mis à jour, bah voilà, ils peuvent revenir dessus. Et du coup, c'est comme ça qu'on peut avoir une non-conformité mineure. Alors, c'est vrai que ça fait un peu rager, parce qu'on se dit, bah, des fois, il peut juste manquer un élément, mais c'est aussi à vous, en amont de votre audit, de revérifier ce critère, c'est-à-dire comment j'informe, est-ce que mes informations, elles sont mises à jour, que j'ai toutes les informations qui sont du coup présentes de façon rendue publiquement. Le deuxième indicateur, ça va être l'analyse. Donc, c'est l'indicateur numéro 4. L'analyse du besoin. Donc là, il y en a bien souvent cette non-conformité qui est une non-conformité majeure. C'est pas parce que vous le faites pas, c'est qu'il y a une absence de traçabilité ou alors que la procédure est incomplète. Euh, Très souvent, je rencontre des formateurs ou des organismes de formation qui me disent, mais nous, on les a au téléphone, on leur pose la question, leurs besoins, on vient voir. Oui, mais encore une fois, ça reste du verbal. C'est important de tracer, qu'il y ait une traçabilité, soit par un échange de mails, comme je dis bien souvent, en disant voilà, suite à notre échange téléphonique, je vous fais un mail récap de nos échanges. Est-ce que vous êtes. Ça, du coup, c'est quelque chose que vous allez pouvoir démontrer que, OK, il y a eu un échange, ou alors par téléphone, mais on peut aussi faire en visioconférence ou en face à face, hein, accueillir directement notre client en face à face, en physique, mais il faut une traçabilité. Et ça, c'est. Pour une fois, c'est quelque chose qui doit être vérifiable. Même si votre auditeur vous croira sur parole, lui, ce qu'il veut, c'est des preuves. L'indicateur numéro 5 sur l'objectif de la prestation.
bien souvent, et encore une fois, on est aussi sur une non-conformité majeure, les objectifs ne sont non évaluables. C'est-à-dire que ce sont des objectifs qui n'ont pas ce qu'on appelle des verbes d'action, qui ne sont pas évaluables. On n'est pas sur des choses qui sont vérifiables. Donc, bon, je pense que vous connaissez tous et toutes, ou peut-être pas, mais la fameuse taxonomie de Bloom qui permet de bien structurer des objectifs et qui peut, du coup, derrière les rendre évaluables. C'est un excellent outil. Voilà, c'est une petite ressource que je vous partage. C'est un excellent outil pour venir vraiment se dire, voilà, c'est tel objectif et en face, comment je vais l'évaluer. Donc ça, c'est important, justement, de travailler sur ces objectifs et de se dire, bah, comment je viens évaluer. Je les indique sur le programme, mais comment je viens démontrer, donc à l'apprenant aussi, hein, qu'il a acquis ce qui a été notifié dans les objectifs, mais aussi à mon auditeur, que mon apprenant, bah, il a bien acquis ces notions et que, bah, voilà, à l'issue de la formation, il sera capable de, etc., etc. Donc, l'importance de travailler sur les objectifs est primordiale. Donc là, on est plus sur la partie du coup ingénierie, mais elle a tout son sens, notamment lié à cet indicateur numéro 5. Alors, on commence à avoir des Et des questions. questions. Ouais, voilà. Vaut mieux les prendre au fur et à mesure quand on est sur les Ouais, indicateurs pour je moins se suis d'accord. mélanger. Tout à Une fait. précise, et j'avoue, je vous ai pas entendu, enfin, je t'ai pas entendu, sur, l'indicateur 5, objectif de la prestation. J'ai l'impression qu'un outil a été mentionné. Est-ce que ce serait Oui, possible d'indiquer un nom, 2 noms d'outils, de type d'outils? oui. Alors, il y a la taxonomie, je vais le mettre peut-être dans le chat, la taxonomie de De Bloom. de Bloom, d'accord. Ouais, c'est une belle Ah, rosace avec voilà, des objectifs par catégorie. Et, voilà, donc là, on n'est pas sur ouais. un outil, privé ou quoi que ce soit, hein, c'est vraiment un Ah non, support, voilà. oui, Très oui. très très important. La taxonomie de Bloom, OK. On revient sur l'indicateur 5. L'indicateur 5 concerne-t-il les évaluations formatives? Oui, tout à fait. C'est toutes les, de toute façon, c'est toutes les parties évaluation, hein. Donc, c'est l'évaluation des acquis, en fait, de l'apprenant. OK. Revenir sur, l'indicateur 4, on a eu, Oui, justement une question sur ce qu'était une procédure complète d'analyse du besoin. J'ai demandé à la personne si, enfin, l'intervention était suffisante ou s'il fallait préciser un peu plus ce qu'est une procédure ouais. complète d'analyse du besoin et en complément, par rapport à cet indicateur d'analyse du besoin, quelle est la différence avec l'indicateur 8, de positionnement? Alors, ouais, l'indicateur, c'est vrai que des fois, on peut faire Ouais. on a peut-être du mal, en effet, à faire le rapprochement. L'analyse du besoin, on est vraiment en amont. Donc, c'est peut-être là où on va venir élaborer un cahier des charges, où on va faire ce qu'on appelle un guide d'entretien. Donc, ça peut être, hein, c'est vrai que Jean-Luc nous demandait, bah, qu'est-ce qu'une procédure complète? C'est de dire, voilà, je vais échanger sur le besoin avec mon client, mon commanditaire, et je vais m'appuyer éventuellement une grille d'entretien avec des questions bien précises. Je vais peut-être soit lui présenter un cahier des charges, soit je vais lui présenter un compte rendu. Voilà, ça c'est une procédure du coup complète où il y a vraiment, on fait pas une analyse de besoin comme ça avec des questions qui nous viennent en tête et puis après bon, on est obligé de repasser un coup de fil parce qu'il nous manque certains éléments. C'est-à-dire qu'on a vraiment bordé les choses de façon très structurée, très professionnelle. Le positionnement, la procédure de positionnement, elle est plutôt rattachée à l'apprenant en tant que tel. C'est-à-dire, voilà, est-ce qu'il y a déjà des acquis, comment il se positionne, est-ce qu'il y a besoin justement d'adaptation? On est vraiment sur cette partie-là, en fait. C'est-à-dire qu'on a déjà, on a enclenché la partie analyse du besoin, on a enclenché la partie conception, etc. Et là, on va venir potentiellement positionner, c'est-à-dire travailler sur le positionnement de l'apprenant au sein de la formation. Alors, une remarque, voilà, pour l'analyse du besoin indicateur 4, nous avons créé un bon de commande à remplir. Mais oui. Non, mais tout à fait, hein. Ça, voilà, ça peut être des choses qui sont aussi faites avec le commanditaire. Et voilà, hein, un bon de commande à remplir. Encore une fois, c'est quelque chose qui est totalement vérifiable s'il y a des éléments derrière qui montrent, qui démontrent vraiment qu'on est allé dans l'analyse du besoin. Alors, est-ce qu'on a globalement répondu, à tout le monde? J'ai l'impression. J'ai l'impression. Ouais. N'hésitez pas à revenir, si vous avez d'autres questions sur ces indicateurs-là, bien indiquer le nom de l'indicateur et on pourra, au besoin, reprendre lors du temps de Mm. questions-réponses. Allez, merci pour les pouces. Ah, on faudrait peut-être, ah, Mm. pour le 8. Ouais.
Et ça fait le lien Non, du on coup va avec la bah, justement, non-conformité. je regardais. Ouais, On y le va lien pour le avec la 8. suivante, qui est aussi une non-conformité. Donc, c'est le positionnement à l'entrée. Donc, c'est bien souvent les positionnements incomplets qui permettent pas, en fait, d'évaluer les acquis des stagiaires. C'est-à-dire que, bah, il n'y a pas de questionnaire éventuel qui est envoyé, aux apprenants, ou alors il n'y a pas de questions qui sont posées aux commanditaires sur comment venir évaluer déjà les acquis, hein. Qu'est-ce qu'ils ont déjà acquis? Est-ce qu'ils sont, bah, du coup, plutôt débutants, intermédiaires, etc., pour adapter derrière le contenu de la formation. C'est cette partie-là. Alors j'espère que du coup ça a été beaucoup plus explicite, mais ça aussi on est principalement sur une non-conformité qui est rencontrée. C'est parce qu'on part sur une formation, ou alors quand on fait par exemple des formations catalogue, on se dit bah c'est une formation catalogue, mais derrière on oublie de concerter enfin, voilà, les stagiaires pour évaluer leurs acquis et peut-être derrière pour venir adapter aussi le contenu de la formation. Le contenu et l'animation aussi. Le contenu et l'animation de la formation. Donc, j'espère après, si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas. Un indicateur aussi qui rencontre une non-conformité récurrente et qui non-conformité majeure, c'est lié à l'indicateur 21 avec l'absence d'évaluation des compétences des intervenants. Alors, c'est vrai que si vous êtes seul, c'est-à-dire que si vous êtes seul formateur, seul dans votre structure, que vous faites appel à personne d'autre, vous ne faites pas de contrat de sous-traitance avec un autre formateur, dans ce cas-là, voilà, vous arrivez quand même à prouver par l'indicateur suivant que vous arrivez à avoir un plan de formation, que vous entretenez votre veille, etc., hein, avec du coup les critères, les indicateurs du critère 6. Mais si jamais vous faites appel à des intervenants, alors là j'ai parlé de la sous-traitance, mais peut-être que vous avez aussi des salariés, ça peut arriver des formateurs salariés, vous devez quand même venir évaluer bah, les compétences, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont bien compétents dans leur domaine. Donc peut-être de demander des justifications au niveau de leur CV, au niveau de leur diplôme, au niveau de leur formation suivie, toute cette partie-là, pour que vous soyez bah, du coup, encore une fois, en conformité de délivrer une formation, mais avec une personne, donc un formateur, qui soit bah, du coup compétent dans le domaine de la formation qu'il va animer. Un sixième indicateur aussi où on rencontre une non-conformité récurrente, et c'est principalement à l'indicateur du coup 23. Et puis bon, je pourrais aussi rajouter 24, 25, mais principalement c'est sur l'indicateur 23 lié à la veille légale et réglementaire. Et bien souvent en fait il y a une confusion entre veille réglementaire, veille pédagogique, et il n'y a pas de communication en interne quand vous êtes voilà, avec un pôle de formateurs. C'est-à-dire que bah, vous gardez les informations pour vous quand vous les avez et vous les communiquez pas. Alors que vous devez notamment les communiquer, parce que là, on est sur de la veille légale réglementaire liée à la formation professionnelle avec bah, des évolutions de loi. Là, récemment, il y a eu ce décret sur le CPF. Voilà, je pense que vous êtes tous au courant. Donc ça, c'est des choses que vous devez quand vous êtes du coup voilà, au sein d'un organisme, communiquer à vos parties prenantes, donc c'est-à-dire à vos formateurs, de cette information. Et la confusion entre veille réglementaire, bah, c'est ce qui est lié du coup aux évolutions de loi, les entrées en vigueur, liées bah, notamment hein, à venir, principalement avec les décrets qui s'en suivent. Et sur la veille pédagogique, ça va être lié notamment à les innovations pédagogiques, les évolutions dans le métier de formateur, dans les techniques, animation, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, ça peut faire partie bah, du coup d'un cadre de veille. C'est cette partie-là, du coup, de bien faire le distinguo entre les deux, parce que bien souvent, il y a une grosse confusion sur ces différents indicateurs de veille et qui sont primordiales à suivre. OK. En parallèle, dans le chat, je vous mets des ressources que je viendrai aussi compléter sur le support, s'ils n'y sont pas déjà. Donc déjà, une animation, intitulée «Concevoir un outil de positionnement permettant de répondre à la démarche qualité», qui peut vous donner, voilà, une approche, opérationnelle, pratique sur suite au questionnement que vous avez eu. Et puis, beh, bien sûr, notre site, de veille emploi formation que vous connaissez, et on prendra peut-être le temps à la fin, si on a un petit peu de temps, sur, ce site-là qui est vraiment, au cœur de ces indicateurs de veille, mais aussi de toute démarche, qualité.
Alors, une question avant de passer à la slide suivante. Pouvez-vous redéfinir la veille métier, s'il vous plaît? J'ai parfois du mal à saisir la différence entre veille métier et veille pédagogique. Alors, la veille pédagogique, c'est lié notamment à tout ce qui est innovation pédagogique, comme je disais, par exemple, l'utilisation de l'IA, la ludopédagogie, toutes ces évolutions au niveau de l'animation, au niveau des techniques. La veille métier, on est notamment lié à son métier de formateur, mais il faut pas oublier aussi, quand on anime une formation, on anime une formation sur une thématique bien spécifique. Voilà, par exemple, je sais pas, des formations en commerce. Bah, c'est ça, la veille métier, c'est lié du coup au secteur d'activité dans lequel vous déployez la formation. J'espère du coup, c'est plus simple. Oui, ça peut être secteur d'activité. En fait, Ouais, la secteur double d'activité casquette aussi, sectoriel. que chaque organisme, chaque formateur a, c'est-à-dire l'expertise dans le secteur d'activité de la formation professionnelle, mais aussi l'expertise dans le secteur d'activité sur lequel la formation porte, quoi. Tout à Euh, fait. Superbe. Si on n'a pas d'autres questions ou remarques, il semblerait que ce soit le cas. Ouais. On On est enchaîne bon, avec les derniers. Du c'est coup, ça. les dernières non-conformités, les derniers indicateurs, et pas des moindres, donc bah, notamment l'indicateur 27 avec la disposition de sous-traitance, où là, encore une fois, on est sur une non-conformité majeure, c'est-à-dire qu'on ne vérifie pas que notre sous-traitant respecte bah, du coup voilà, le référentiel national qualité. Donc, vous devez l'intégrer hein, dans cette démarche qualité, même si lui n'est pas certifié Calliope, vous devez quand même l'intégrer dans la démarche qualité de votre organisme de formation et je sais que beaucoup d'organismes, ce qu'ils font directement, et ce qui est bien, mais c'est de s'assurer aussi que c'est OK, c'est de transmettre une charte qualité, voilà, avec les différents points spécifiques du coup à respecter. Et aussi, il y a des réunions en interne sur la démarche qualité de l'organisme, en toute transparence, sur voilà l'évolution. Et je trouve que ça fonctionne plutôt bien parce que même s'il y a des formateurs qui sont pas, ou des organismes de formation aujourd'hui qui ne sont pas certifiés Calliope et qui s'orientent vers cette certification, bah, généralement déjà d'avoir eu un regard sur une démarche qualité d'un organisme auquel ils ont été sous-traitants, bah, ça leur donne déjà beaucoup plus de concret et de facilité à mieux appréhender du coup le référentiel. Donc voilà, dites-vous bien que si demain vous travaillez avec des sous-traitants, vous faites appel à des sous-traitants, vous devez les intégrer du coup dans cette démarche. Je vous ai donné du coup, voilà, c'est un exemple, hein, une charte, une réunion, voilà, mais quelque chose où vraiment, encore une fois, on est sur du vérifiable. L'indicateur, bon là, on les liste, mais c'est vrai que ça fait la continuité, l'indicateur 30, 31, 32. Alors l'indicateur 30, on est sur une non-conformité mineure, c'est là où il y a une absence de recueil d'appréciation des financeurs. Alors, je sais, vous allez peut-être me dire, oui, mais ils nous répondent jamais au questionnaire, mais vous devez. Et ce qui est spécifié aussi dans le référentiel de la B9, c'est que vous devez soit adresser un questionnaire, soit participer à un webinaire, un échange avec Head-Off, Transition Pro. Et vous devez prouver à votre auditeur que vous avez bien participé, du coup, à une animation, un webinaire de ces différents financeurs. Voilà. Et vous devez être quand même dans une démarche justement de recueil d'appréciation, même si, bah, par exemple, auprès des opérateurs de compétences, bah, il y a des refus, enfin, il n'y a pas, c'est pas des refus, mais il y a des non-retours. Vous devez quand même démontrer que vous faites votre job d'aller recueillir ces appréciations. Bon, l'indicateur 31, là, c'est bien souvent, on a du mal à faire une distinction entre les réclamations, les aléas, les difficultés. Donc ça, c'est important. On fait bien souvent juste un focus sur les réclamations, c'est-à-dire la gestion des réclamations des apprenants, voilà, du commanditaire. Quand, bah, par exemple, il y a eu une non-satisfaction d'une formation, par exemple, hein, ou du formateur, bah, dans ce cas-là, c'est important de venir le tracer. Mais il y a aussi les aléas. C'est-à-dire, je ne sais pas, vous avez eu un problème technique ou logistique lors d'une animation de formation. Vous devez le spécifier, le notifier et bah, du coup, encore une fois, démontrer votre amélioration continue par la suite si jamais ça devait se reproduire et pour éviter que ça se reproduise. Pareil pour les difficultés. Là, les difficultés, on est plus sur des difficultés liées à l'apprenant ou alors un échange avec un commanditaire éventuel, vous devez le tracer. D'accord? Mais cet indicateur, on n'est pas que sur de la réclamation pure, on peut être sur des aléas et des difficultés, et c'est important justement de bien faire la distinction et la différenciation entre les deux. Et enfin, le dernier indicateur, le indicateur 32,
pareil, on est sur une NC majeure où là, bah, on est sur une absence de preuve d'action d'amélioration. Et c'est ce que je vous disais, c'est que cette démarche de qualité de cette certification Calliope, on est dans cette démarche justement d'amélioration continue et vous devez démontrer que, il y a des choses qui ont évolué et l'expliquer, enfin expliquer justement pardon, comment elles ont été mises en place et qu'en fait vous avez pris aussi, vous, en tant qu'organisme de formation, en tant que formateur, du recul potentiellement sur ces difficultés ou sur ces aléas ou peu importe, sur tout ce qui s'est passé durant une formation ou des formations quelconques et comment vous avez fait en sorte pour améliorer les choses d'une certaine façon. Et vous devez, encore une fois, le prouver, apporter un plan d'action, par exemple. Voilà, donc là, on a fait le point des non-conformités récurrentes, donc voilà, une dizaine, une bonne dizaine. Donc c'est vrai que c'est important justement de bien les avoir en tête et de faire attention parce que il y a beaucoup de non-conformités majeures, en l'occurrence. Et du coup, il faut éviter ces non-conformités majeures dans la mesure du possible. En amont de l'audit de En amont, renouvellement. bien évidemment, en amont, tout à fait. C'est pour ça que ça se prépare. Merci beaucoup pour, ce flop 10 en quelque sorte des non-conformités, récurrentes sur le, référentiel national qualité. On a une remarque aussi, de Marie-Béatrice Planche, hein, de la région Occitanie, instance de labellisation. Cette question a été vue avec Calliope et c'est effectivement accepté et reconnu par l'organisme certificateur et l'instance de labellisation de donner un compte rendu de réunion, avec le financeur. Un rendez-vous, un élément d'échange avec, votre financeur, qui peut, être, reporté, formalisé sur un document, écrit et qui va faire office, de, de preuve, de la manière dont le financeur, travaille avec vous et apprécie, le travail que vous menez. En clair, on sait que les financeurs, ne répondent pas aux questionnaires que vous envoyez, mais dans la mesure où vous travaillez régulièrement avec eux, vous êtes amenés à les croiser à un moment ou à un autre, c'est ce compte rendu là qui va faire office de preuve. Je c'est acquis aujourd'hui que, y a on va pas vous demander, une réponse à un questionnaire, direct, de la part de France Travail ou de la région ou de je ne sais qui. Heu, voilà, c'était juste ça que je voulais signaler pour, dédramatiser l'affaire, sans non plus, ne pas donner de réponse parce que, s'il y a pas d'éléments de preuve, forcément ça va poser problème. Mais voilà, on vous demande pas, une réponse à un questionnaire, en bonne et due forme, de la part de votre financeur. Les financeurs considèrent qu'ils n'ont pas à répondre à ce genre de documents. Cependant, ils sont quand même bien amenés régulièrement à avoir des contacts avec vous, sur le travail que vous menez, la prestation que vous proposez, et c'est de ça dont il s'agit. Et on va juste demander, à savoir ce qu'ils en pensent et c'est cette partie-là que vous allez mettre par écrit et qui feront élément de preuve. Oui, il y a des remarques aussi par rapport au type de Oui, financeur. je suis Voilà. assez Dans d'accord. tous les cas, enfin, pour ma part, hein, je trouve que cet indicateur est assez, hem, Ouais, enfin, démontre un peu, l'évolution aussi des pratiques des auditeurs et des organismes, par rapport à un niveau attendu. C'est-à-dire qu'il y a eu, prise en compte de l'impossibilité d'avoir des réponses à des questionnaires et donc, ce qui est attendu C'est comme ça. exemple d'élément de preuve évolue. Donc, c'est une harmonisation des pratiques qui évolue, voilà. C'est un peu, C'est je l'idée. trouve, Mmh mh. Tout à fait. l'exemple même, l'indicateur d'exemple même que, bah, ce qui était demandé il y a 3 ans n'est plus exactement ce qui est demandé aujourd'hui parce que ça ne tout fonctionnait à pas fait. forcément. Donc, Ouais. c'est voilà, c'est trouver, une manière de répondre et se dire que, voilà, tant qu'on peut Mm. démontrer, quelque chose, c'est l'essentiel. Une dernière question, j'ai l'impression qu'on parle de l'indicateur 32, donc Ouais, le 10e. j'ai vu. Est-ce voilà, est-ce que si on présente un fichier réclamation, aléas et difficultés et qu'on traite les sujets et propose des améliorations continues dans ce même fichier, est-ce qu'on peut utiliser ce fichier comme Ouais. élément de preuve pour l'indicateur 32? Ouais. Moi, Oui, je oui, dirais bien oui. sûr, parce qu'en Mmh. fait, oui, tout à fait. Oui, oui, l'indicateur 31 et 32, bah, généralement, le 32 est quand même le résultat, entre guillemets, de l'indicateur 31.
Donc, je pense que c'est intéressant de le condenser. Enfin, moi, je sais que c'est ce que je fais, c'est que je condense les deux. Mmh. Et quand je présente du coup mon fichier à mon auditeur ou auditrice, bah, tout est dans l'un dans l'autre et du coup, on balaye les deux C'est ça. indicateurs. Donc, Et c'est ça tout à enrichit l'un fait, l'autre. ouais, c'est ça, tout à fait. C'est tout Alors à fait judiciable de le faire, je trouve. après EDOF, si je ne m'abuse, c'est, la Caisse des dépôts et consignations, Ouais. et le traitement Hmm. du CPF, c'est clair que là, on est avec des gens, qui sont pas facilement joignables, on va dire. On revient sur l'indicateur 30, ouais, effectivement. Ouais. Ouais. OK, Non, c'était une pour répondre à une personne qui a dit, «Comment envoyer à EDOF un questionnaire?» C'est Mais, juste mais intranet, bah oui, mais bon, ouais, mais c'est ça, et c'est aussi de participer à des webinaires qu'ils animent justement EDOF. c'est ça, Et tout c'est à fait. de démontrer en fait, bah, le jour de l'audit, c'est de garder le mail Les clés d'inscription à ce visuelles. webinaire, de prouver que voilà, il y a eu Tout à fait. un échange, en tout cas une participation avec Mmh. EDOF de par un webinaire. Voilà. C'est ça, Oui, puis le exactement. suivi des guides, Mmh. Puis actualisés, ouais. voilà, d'où la veille. On fait un zoom du coup sur ce label Certif Région, et notamment sur les non-conformités récurrentes au sein des indicateurs certifs. Il y en a trois. Donc là, on a listé principalement les non-conformités de 2024. On n'a encore pas eu celle de 2025. Je crois qu'elles n'ont pas été encore remontées. Mais principalement, on est sur les indicateurs. Alors, pour peut-être des personnes qui ne sont pas labellisées, là, on parle pas du coup en indicateur chiffre, on est plutôt en indicateur lettres. Donc là, on est sur l'indicateur C où il y a une non-conformité du coup qui a été récurrente en 2024, qui est notamment sur Les soft voilà, skills. sur voilà, les soft skills, tout à fait, de venir proposer soit l'attribution de badge ou au minima une attestation d'acquis de fin de formation qui aussi englobe la partie évaluation des soft skills. Et vraiment, dans cet indicateur, ce qui est visé, c'est comment vous proposez à votre commanditaire l'éventualité de venir évaluer les soft skills bah, des apprenants dans la formation. Euh, et alors, comment on évalue? Parce que ça, c'est la grande question, c'est comment on évalue les soft skills. Alors, on va pas trop rentrer dans le sujet, parce que c'est aujourd'hui, il y a eu des webinaires, et je pense que Virginie fera peut-être le lien avec le webinaire qu'il y a eu l'année dernière, fin d'année dernière. Mais voilà, vous avez une possibilité de venir cartographier. Il y a des outils aussi que la région met à disposition sur les soft skills qui sont le plus présents aujourd'hui sur le marché de l'emploi et le plus attendu aussi sur le marché de l'emploi. Mais bon, voilà, en tout cas, aujourd'hui, on n'est pas simplement sur une simple remise d'attestation des acquis de fin de formation. On est sur un concept aussi de venir élargir les horizons avec l'évaluation des soft skills, donc soit par l'attestation, soit aussi par l'attribution d'open badge. Tout à l'heure, Virginie nous parlait du badge pour pouvoir avoir ce badge de la veille, veille qualité. Euh, on est aussi sur l'indicateur H, notamment sur la démarche d'accessibilité de son offre de formation aux personnes en situation de handicap, où vous devez nommer, hein, du coup, avec ce label Certif Région, nommer un référent handicap et le former aussi, hein, il doit être formé à cette nouvelle fonction, désigné aussi par du coup la GFIP Occitanie et actualiser aussi les connaissances régulièrement. Alors là, il y a une plateforme qui s'appelle la plateforme Ressources Handicap qui est voilà, très intéressante. Il y a beaucoup, c'est une ressource, hein, vraiment une ressource très très riche et qui permet voilà d'actualiser ses connaissances sur le handicap parce que bon, on peut être confronté un jour ou l'autre. Le handicap n'est pas que physique et bien souvent il est invisible. Malheureusement, beaucoup de personnes ont des troubles 10. On peut être confronté à un apprenant qui a un trouble 10, en l'occurrence. Et c'est important, justement, d'avoir cette fonction de référent handicap au sein de votre Mmh. structure et de savoir comment accompagner aussi ces personnes-là. Que c'est cet indicateur qui le vise. Et le dernier indicateur où il y a une non-conformité, on est sur la réalisation d'un audit interne des dispositions du présent référentiel. C'est-à-dire que c'est important de faire le point annuellement sur notre démarche qualité et de pas attendre du coup nos audits pour voilà savoir en effet comment on se situe au niveau de la qualité, comment on évolue, combien on vient l'enrichir et encore une fois quels sont nos axes d'amélioration continue sur notre démarche qualité dans sa globalité et potentiellement portée par le label Certif Régie. Merci beaucoup pour cette, vision, Oui, globale de ces très 3 bien. indicateurs Oui. sur les 12.
qui ont, connu le plus de non-conformité, en 2024. Donc pour rappel, toutes les ressources sur ce beau label Certif Région sont sur la page Certif Région, du site du Carrefour Occitanie. Vous avez le replay d'une animation, Mmh. qui date d'octobre, je crois, l'année dernière, Oui. qui, beh, justement donne beaucoup d'éléments, sur l'ensemble des 12 indicateurs et plus précisément sur ces 3 indicateurs-là avec des ressources. Ressources que je vous ai mis partiellement dans le chat, que je vous remets aussi dans le support d'aujourd'hui, hein. Je suis en train de le compléter pour être au plus près de vos besoins et puis, beh, on aura l'occasion aussi, d'en reparler prochainement le 26 juin. Peut-être, Mmh. Marie-Béatrice, une présentation, un teasing Un de teasing? ce temps-là? Oui, on va, bah, reprendre, 2-3 notions et notamment sur ces 3 indicateurs, parce que je pense que 2025, il y en a d'autres qui sont apparus, hein, maintenant, parce que grâce, aux différentes animations, je pense, et de la GFIP et du CARIF, on a des choses qui sont aujourd'hui un petit peu avancées, notamment sur les badges, mais c'est encore, fragile et l'idée du label Certif Région, c'est aussi de poursuivre son accompagnement et dans le travail qui est mené, d'animation, hein, du CARIF, on peut se permettre cela et c'est ce qui est prévu donc le 26 juin de reprendre le référentiel, de Certif Région. Donc là, vous en avez 3, donc il y a les 9 autres, qui seront présentés également puisque ça va de A à L. Hem, Notre idée, c'est que vous puissiez, poser toutes les questions que vous voulez aux auditeurs, aux 2 cabinets d'audit qui travaillent, et qui interviennent, pour le label Certif Région et qui, avec, nous, l'instance de labellisation, bah, veillons au grain sur le label, mais faisons aussi en sorte que vous puissiez, grâce à l'intégration de ces indicateurs dans vos activités, bah, avoir, je pense, beaucoup plus de facilité pour mettre en œuvre vos actions. Voilà, je regarde beaucoup l'indicateur H parce que celui-ci, si la version 10 de Calliope sort, bah, il va devenir Calliope plus que Certif Région. On était un peu en avance là, mais on se fait rattraper par Calliope. Voilà, il est probable que les 2 autres indicateurs, viennent, aussi un jour ou l'autre, hein, mais bon, pour l'instant, voilà. Je Alors je le je je sais pas label si j'ai dit ce qu'il effectivement fallait. sur Oui, le label sur sa démarche volontaire, hein, avec ces 12 indicateurs supplémentaires, hein, ouais, volontaires, heu, effectivement permet d'avoir un coup d'avance sur certains sujets en allant plus loin que Calliope ou sur des sujets non traités, peut-être encore en profondeur, ouais, par le référentiel national qualité. Ce 26 juin sera aussi traité, le sujet de la RSE, hein, avec, le ah oui, témoignage bien d'un sûr. organisme, Excuse-moi, parce que c'est la dernière évolution en date du référentiel. Donc, voilà, on verra aussi un petit peu, je comment, suis oui, 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 tout à fait. le terrain a réagi, hein. Les organismes labellisés ont pu, s'approprier ces nouveaux intitulés, Mmh. d'indicateurs. C'était Hem, effectivement, quand je pensais des nouveaux indicateurs qui sont apparus en 2025, je suis pas allée au bout de ma phrase en disant il y avait la responsabilité sociétale des entreprises, qui est un gros morceau très, très important pour Ouais. nos partenaires, qui sont par ailleurs financeurs de formation, pour le label. Effectivement, merci, Virginie de l'avoir rappelé parce que voilà, 2 indicateurs ont évolué et intégré ces notions-là, mais tout à fait. vous avez les ressources sur le site, Certif Région, hein, enfin la page Certif Région avec déjà des replays. On prendra encore un petit peu de temps tout à l'heure, pour creuser ça. Là, ce que je vous propose, c'est de prendre un instant, pour, bah, vous rappeler quelques ressources mobilisables du Carrefour F Occitanie que j'ai complétées par ailleurs, sur, le support qui sera mis en ligne, par la suite. Donc, vous avez, ces 2 animations en replay avec, support, sur la sous-traitance en formation. Vous avez aussi, hein, pour, ceux d'entre vous qui êtes sur la thématique, apprentissage, enfin sur la catégorie action de formation en apprentissage, tout un ensemble de ressources de professionnalisation avec un programme
programme complet qui est, plutôt, national en fait, hein. C'est tous les organismes, enfin tous les CARIF, OREF régionaux se mettent, ensemble pour répondre aux besoins de professionnalisation sur les missions spécifiques, hein, des CFA-OFA et donc vous avez à la fois des animations en replay, des événements et des kits, ressources thématiques donc vraiment un riche, pour vous approprier le sujet. Je vous rajouterai sur le support aussi, bah, le replay d'animation, concevoir un outil de positionnement permettant de répondre à la démarche qualité et beh, je vous réorienterai vers la page Certif Région pour l'animation sur l'évaluation des soft skills, que Sabrina a mentionné. En fin d'année dernière, on a pris un temps justement pour revenir là-dessus, de nouveau sur, les organismes de petite taille. Ensuite, on a eu un partage non enregistré, mais, d'expériences entre, des organismes avec, des niveaux d'avancement, différents. On le sait que c'est un sujet assez large, et challengeant, pour vous. Chacun avance, à son rythme. On voilà, on vous programmera aussi d'autres éléments sur ce sujet-là. Je vous propose, hop, de prendre quelques questions-réponses. Hem, Il y en a une, en l'occurrence, de Émilie DG. oui, oui, tout à Comment fait. gérer l'absence d'un référent handicap, congé maternité dans une petite structure de manière conforme? Alors, c'est vrai qu'il faut désigner un référent handicap. Mais je pense que le dirigeant de l'organisme de formation se doit aussi d'avoir connaissance de la fonction du référent handicap. Donc de suivre éventuellement la formation pour être nommé référent handicap et d'avoir cette appropriation des différentes ressources sur l'évolution du traitement du handicap en formation. Voilà, moi, ça serait du coup la réponse que j'apporterais. Parce qu'en effet, quand on est dans une petite structure, et c'est comme vous le soulignez, Émilie, une référente handicap qui n'est pas là, bah, c'est important, je pense que en tant que dirigeant, d'être informé aussi sur cette partie-là et d'avoir aussi cette suppléance sur ce rôle. Ouais. Mm. Je peux aussi vous indiquer que, la ressource handicap formation, c'est vraiment doté, d'un espace de professionnalisation, Ah très oui, riche, qui inclut l'accès à la formation, référent handicap qui est aujourd'hui sur une journée, dont le coût pédagogique est mm, pris en charge et qui est à distance, donc vraiment c'est accessible. Ça peut être oui. l'opportunité de former une deuxième personne, ça peut. Dans Mm. une moindre mesure, il y a aussi la possibilité peut-être de creuser un des sujets, avec des modules ou ateliers de perfectionnement qui sont plus courts et ça pourrait transformer, une période d'absence en période peut-être d'appropriation d'un sujet en particulier et des allers-retours peut-être, avec, le dirigeant, la dirigeante au moment du retour, de la personne de congé maternité. Voilà, il y a aussi cette possibilité-là pour, une appropriation, enfin tirer parti d'une absence pour, un approfondissement, d'un sujet avec, des ressources vraiment disponibles, hein, des formats courts, qui peuvent zoomer sur des sujets intéressants et n'hésitez pas aussi à contacter la RHF, hein. Vous avez l'adresse mail rhf-occitanie@agf.info.fr. C'est sur la page, du site, du CARIF, hein, référent handicap. Vous pouvez aussi les contacter, voilà, pour voir ce qui est possible de faire, quelles sont les ressources qui seraient les plus adaptées pour vous. En tout cas, tout ce que vous pouvez démontrer dans votre volonté active, de répondre à cette période-là, j'imagine, pourrait faire partie des éléments de preuve. OK, bon, j'ai l'impression que la réponse, a été notée. On Oui. a un échange, hein, donc là, c'est plus un, complémentaire sur la formation, aux premiers secours en santé mentale. Effectivement, on a eu Ouais, aussi une nécessaire. animation au niveau du Carrefour F Occitanie là-dessus. C'est vrai que c'est assez majeur. Peut-être un petit commentaire? Oui, je l'ai moi-même suivi en février et en effet, je trouve que c'est une formation qui est très enrichissante. Alors c'est vrai que la santé mentale, on peut rencontrer des apprenants, voilà, avec enfin, comment dire? C'est important, je pense, en effet, quand on est formateur, d'avoir connaissance des observations, des repères de personnes qui ont justement besoin de secours, parce que c'est ça, hein, c'est des secours. Euh, bon, après aussi, c'est une formation qui est très, très enrichissante personnellement, professionnellement, parce que la santé mentale, ça touche tout le monde, comme j'ai dit. Donc voilà, je trouve que c'est une formation en plus qui est
peu coûteuse et puis qui peut valoir le coup, en effet, d'être intégrée dans un plan de formation, dans son plan de formation en tant que formateur, en tant qu'organisme de formation. Donc, je Super, sais plus qui merci. c'est On qui va l'a avancer. souligné, mais On merci. était bien dans les temps, on commence à glisser, c'est Ouais, bien, on fait des ouais. échanges, c'est très, très bien. Allez, sur la partie bonne pratique, pour cette fin Ouais. d'animation. Allez. Mmh. On va enchaîner du coup sur les bonnes pratiques. Alors j'en ai déjà donné quelques-unes, mais les incontournables, voilà, de désigner un ou une référente qualité dans votre organisme de formation, c'est-à-dire vraiment une personne qui va être en charge, voilà, de gérer cette partie qualité. Donc de la nommer, bah voilà, faire tout ce qui est à côté, la fiche de poste, la former aussi, hein. Il faut qu'elle ait bien connaissance de ces différents indicateurs et de votre process de qualité au sein de votre organisme. Euh, Prévoir aussi des points de suivi réguliers. Ça, c'est important. C'est-à-dire, ok, l'audit de renouvellement, ça s'anticipe, mais ce qui est important, c'est quand même de prévoir des points de suivi, voilà, liés à des dossiers de formation, à des dossiers apprenants, et faire le point. C'est vrai, quand bon, on est unipersonnel, quand on est seul, on va faire le point avec soi-même, donc ça va. Mais quand on est dans une structure avec, voilà, un référent qualité qui est désigné et peut-être un pôle formateur, c'est important de prévoir des temps pour éviter bah, derrière de courir après certains documents, de déroger un petit peu à la démarche qualité qu'on en avait mis, et du coup derrière d'avoir des difficultés rencontrées lors de l'audit de renouvellement. Bah, comme je l'ai dit aussi, c'est d'actualiser ces procédures afin de faciliter le suivi des dossiers, hein. C'est pas parce que vous avez présenté des choses lors de l'audit initial que les choses restent telles quelles. Il faut vraiment que votre process qualité vous corresponde à ce que vous avez aussi envie de mettre en place dans votre organisme. Donc, il y a des choses qui vont être peut-être revues, réactualisées. Et ça, c'est important. Mais c'est aussi important de notifier que les versions ont été actualisées et de pouvoir aussi le justifier avec votre auditeur, auditrice, que, bah, encore une fois, vous avez été dans une démarche d'amélioration continue et qu'il y a eu des ajustements liés dans des procédures, dans des process. Aussi que, bah, je sais pas, dans des formations, vous avez vu, encore une fois, dans une amélioration continue, qu'il y a eu besoin de réajustement. Et donc, du coup, voilà, de l'évoquer et de réajuster potentiellement une preuve, hein, du coup, derrière. Aussi de classer ces dossiers, c'est-à-dire que comme je dis, c'est pas l'auditeur qui va aller rechercher dans vos petits papiers, c'est à vous de bien classer vos dossiers, de bien suivre votre procédure, soit par action de formation, voilà, donc soit ça peut être classé directement par action, soit par apprenant. Voilà, pour prendre mon exemple, moi je n'ai pas d'outils tels Digiformat, FormDev, voilà, comme certains organismes peuvent avoir, hein, il y en a d'autres bien évidemment. Moi je suis plutôt encore ancienne version. Version justement dossier. Voilà, moi c'est classé par action de formation et dans mon dossier action de formation, c'est classé du coup par apprenant. Voilà, donc c'est mon fonctionnement. Chacun a son fonctionnement. Le tout, c'est que ça soit bien classé et que vous perdiez pas de temps pour aller rechercher les informations, les preuves et que vous sentiez un peu déstabilisé, à vous dire bon, où est-ce que j'ai mis, j'ai plus le document. Voilà, donc voilà. Encore une fois, comme je le dis, la préparation, c'est 80% de réussite à votre audit de renouvellement. Donc, c'est pour ça que ça s'anticipe, c'est pour ça que ça se prépare. Beaucoup de personnes ont répondu tout à l'heure, hein, vous étiez 53% que l'audit est en 2027. Donc, bon, globalement, peut-être qu'il y en a qui sortent de l'audit de surveillance comme moi. Mais c'est important aussi d'y penser. Là, peut-être que l'audit de surveillance est frais dans votre esprit, comme moi aujourd'hui. Bah, je sais que voilà, il y a des petites choses que j'ai mis en place pour, bah, du coup, le prochain audit de renouvellement qui, on va se le cacher, sera vite là. Donc voilà, encore une fois, la préparation, c'est un petit peu votre leitmotiv pour être bien organisé. Alors les bonnes pratiques, enfin vraiment, ce que je vous conseille, c'est de vous référer au constat, au rapport de l'audit de surveillance automatiquement. C'est-à-dire de l'éditer, peut-être de voir ce qui a été notifié, parce que ce qui est notifié potentiellement en point d'attention par votre auditeur sera automatiquement regardé le jour de l'audit de renouvellement. Donc voilà, de bien faire attention à ça, voilà, de mettre un petit peu les marqueurs d'attention. Euh, Aussi, quelques temps avant l'audit de renouvellement, c'est de venir lister les actions de formation que vous avez réalisées depuis l'audit précédent, donc l'audit de surveillance. Voilà, de lister. Ça va vous permettre aussi
de dire clairement quelles sont les actions de formation que vous avez commercialisées, vendues entre l'audit de surveillance et l'audit de renouvellement. Et ça va permettre aussi à votre auditeur de venir piocher dans échantillonner, donc faire un échantillonnage, piocher dans vos actions. Vous voyez, c'est vraiment des choses simples, mais qui, à mon sens, sont très importantes à préparer en amont. Voilà, ça peut être de mettre en place aussi un outil qui permet de lister, représenter de façon ordonnée les activités, les tâches de votre organisme de formation. Voilà, les éléments, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que même si on pense avoir une bonne mémoire, en effet, on a d'autres choses, hein. C'est vrai que quand on est organisme de formation uni comme moi, un solo, on pense à d'autres choses. On n'est pas que focus notamment sur la constitution de nos dossiers, sur voilà, être dans le cordeau de notre démarche. C'est pour ça aussi que votre démarche qualité, elle doit évoluer avec son temps et elle doit être faite en sorte que vous l'appréhendiez très facilement. Donc ne faites pas une usine à gaz, ça sert à rien. Et de vous assurer d'avoir tous les éléments de preuve à disposition. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, n'hésitez pas à avoir avec vous une imprimante, un scanner, parce que même si vous avez du format papier et que votre auditeur, auditrice vous dit, il faut le déposer sur l'espace en élément de preuve, voilà, n'hésitez pas justement à le faire pour que ça soit beaucoup plus facile en termes de logistique. Donc, c'est vraiment de se préparer sur son intégralité. Alors, vous pouvez, moi je vous partage un petit plan d'action, moi c'est ce que je fais hein, personnellement et vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. De toute façon, comme je dis à tout le monde et même à mes apprenants, je ne suis pas dans la complexité des choses et je suis plus dans la simplicité. Euh, c'est du coup le plan d'action pour bien préparer votre audit de renouvellement. Donc, c'est dans le slide juste après Virginie. Merci. Donc, c'est un format de tableau que je peux vous donner, qui peut être alimenté avec d'autres colonnes, d'autres lignes, peu importe. Quand vous imprimez du coup votre constat d'audit de surveillance, et puis même au fur et à mesure, vous pouvez venir l'alimenter en vous disant, voilà, quels sont les indicateurs, mes points de vigilance. Euh, Vous venez les lister. Les éventuels risques identifiés, est-ce que du coup c'est une non-conformité mineure? Est-ce que c'est une non-conformité majeure? Est-ce que ça a déjà été un point d'attention de mon auditeur lors de l'audit de surveillance? Derrière, qu'est-ce que je peux mettre en place? Quelles ont été les éventuelles actions, améliorations que j'ai apportées? Voilà. Et quelle est l'échéance? Parce que, voilà, je sais pas, même si vous planifiez votre audit en 2027, c'est important de fixer justement des échéances. Comme on dit, ce qui n'est pas fixé dans l'agenda n'est pas réalisé. Donc, il faut fixer justement des deadlines, des échéances pour pouvoir vous y tenir et pouvoir du coup appréhender plus sereinement du coup votre audit de renouvellement le jour J et d'être vraiment conforme à ce que vous avez prévu en amont. Bon, les points à éviter, bien évidemment, ça fait le lien, c'est de ne pas anticiper son audit de renouvellement. Bon, comme je vous disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment de prévoir 4 à 6 mois avant la date de la fin de votre certificat, votre audit. Bon, de bien le préparer aussi en amont, de potentiellement aussi faire des points avec son pôle formateur ou avec son référent qualité si on en a nommé un dans son organisme de faire le point justement sur cette partie-là, parce que peut-être aussi que le référent qualité, il va participer, et c'est intéressant qu'il participe aussi à cet audit de renouvellement, parce que c'est lui qui a été dans cette démarche. De pas oublier, d'oublier, du coup, les points invités, c'est d'oublier, de démontrer votre amélioration continue. Ça, je vous l'ai dit, je vous l'ai répété. Je pense que là, à la fin de ce webinaire, vous avez compris que c'est important d'être dans cette démarche d'amélioration continue. L'absence de mise à jour des documents. Voilà, donc ça, sur tout document, sur tout contenu de formation, vous devez quand même actualiser, c'est-à-dire mettre quelle est la version, si vous avez fait une mise à jour, à quelle date. Donc garder justement une traçabilité pardon, de cette actualisation. Et du coup, de ne pas tenir compte du rapport de l'audit de surveillance. Ça, c'est dommage parce qu'on vous donne le constat, on vous donne le rapport. C'est important de voir ce qui a été notifié. En plus, vous l'avez signé. Donc, c'est important de voir ce qui a été notifié parce que vous savez de façon systématique que les points d'attention vont être revus lors de l'audit de renouvellement. Voilà, du coup, pour ces bonnes Oui. pratiques, bon, même si je les ai alimentées au fur et à mesure justement de ce webinaire,
C'est, je pense, à mon sens, important de refaire un zoom dessus pour que vous soyez en capacité de bien appréhender votre audit de renouvellement, soit qui approche pour certains sur cet été 2026, soit prochain pour 2027. Merci beaucoup Sabrina. On a une, question avant de prendre Oui. un temps complémentaire, sur d'autres ressources. Hem, les actions de formation réalisées depuis l'audit précédent, ça a été mis entre guillemets, donc les actions de formation Ouais. réalisées depuis l'audit précédent. Le plus important est-il qu'elles aient été menées de bout en bout? Ah, ça veut dire qu'elles aient eu une date de début et qu'elles soient terminées lors de l'audit de renouvellement? Je pense que ça doit être Il me ça. semble que ce Oui, soit ça, général. la rupture Ouais. ou oui. Oui, généralement, alors bien évidemment, si c'est pas le cas, ils vont partir sur une formation qui a débuté et qui est en cours, mais ils vont quand même s'appuyer sur une formation qui a commencé, qui s'est terminée avant l'audit de renouvellement. Dans l'échantillonnage, OK. Je pense que ça Ouais, dans répond à la question. Si l'échantillonnage, c'est tout pas le à cas, fait. Anthony, Je passe pas, pense. indiquez-le nous, en complément. Super, beh, merci beaucoup pour, ces éléments-là. Vous les avez déjà sur le support, disponible dans le module contenu, dans Webex. Sinon, il sera disponible en version abondée, sur notre site internet sous une semaine, environ. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein, qui arrivent hein, à les mettre, hein. On a encore, 10 minutes devant nous. C'est OK pour Anthony, passe pas Super. sur la question. Merci beaucoup. Ok. Donc on a avec nous, Sabrina encore une dizaine de minutes. On a aussi, Marie-Béatrice Planche, de la région. Donc on voulait en profiter, pour, vous parler de nouveau, justement de la labellisation Certif Région délivrée par la région Occitanie, donc instance de labellisation. Alors, effectivement, dans le chat, on nous a demandé: «Est-ce que, Certif Région, c'est un complément à Qualiopi?» Ça peut être une manière de voir les choses. En tous les cas, c'est une, démarche qui permet d'aller au-delà, de Qualiopi. C'est une démarche volontaire qui se base sur un référentiel incluant le référentiel national qualité, mais aussi les 12 indicateurs supplémentaires, vous l'avez compris, avec des lettres, donc de A à L, et un engagement RSE depuis la version 7 datant de 2025. Donc si vous planifiez votre renouvellement de certification Calliope, vous pouvez aussi rejoindre la démarche qualité Certif Région avec un renouvellement, enfin, ou plutôt un audit initié à Certif Région qui intégrerait un renouvellement de votre certification Calliope. Plus d'infos sur le guide de labellisation, bien sûr sur, l'animation le 26 juin ou alors, beh, vous me contactez directement, vous me faites un mail, indiquant où vous en êtes, quel est votre questionnement, là-dessus et puis on convient d'un rendez-vous téléphonique pour que je vous montre les éléments, que vous ayez de quoi vous décider ou non ou quand, d'aller sur cette démarche, volontaire. Dans le support, vous verrez qu'il y a aussi, 7 slides qui présentent bah, le référentiel de A à L, hein, donc les 12 indicateurs qui se glissent pour la majorité d'entre eux au milieu des critères du référentiel national qualité. D'accord. Donc là, vous avez tous les liens pour retrouver les éléments, les ressources et puis bah, mieux lire les indicateurs parce que j'imagine que là, vous ne pouvez pas sur ce document-là. Mais c'est vraiment pour vous donner une vision globale. Avant de donner la parole à Marie-Béatrice Planche, je voulais vous dire aussi qu'il y a des ressources mobilisables fournies par la région Occitanie, en particulier le Hub de l'innovation pédagogique. C'est une plateforme de ressources qui est unique en France de par son ampleur et son sujet. Son petit nom, c'est HIP, Hub de l'innovation pédagogique. Plus d'une soixantaine d'outils régulièrement mis à jour avec justement un programme spécifique cette année. Vous cliquez, vous demandez votre inscription. Ça se fait voilà, en quelques clics et après, vous avez accès aux ressources de la région Occitanie. Je ne vois pas de questions complémentaires. Donc, Marie-Béatrice, est-ce que on a un complément sur une de ces slides? Qu'est-ce qui pourrait, venir, éclairer, la connaissance de nos participants? Moi, je pense que l'une et l'autre, vous avez été complètes, voire plus loin même, donc c'est chouette. Non, je pense que là, peut-être, plus personne n'a trop de temps, donc je vais pas aller plus loin que cela. Les ressources mobilisables, c'est vrai que la dernière, est intéressante, me semble-t-il, et surtout c'est gratuit le hub, hein, le HIP. Voilà, il faut prendre le temps de créer un compte, c'est toujours le truc, hein, de créer un compte, mais c'est gratuit et ça permet d'avancer, pour ceux qui s'intéressaient justement à comment on fait un positionnement ou comment,
On peut aller, créer des badges, qu'est-ce que c'est les soft skills? Par quoi on commence? Vous pouvez avoir des réponses grâce au à HIP, au Hub de l'innovation pédagogique. Quant à Certif Région, bah, je crois que ça a été dit, effectivement, hein, les 12 indicateurs, Certif Région, en fait, il est construit par Calliope et ces 12 indicateurs supplémentaires dont on en a parlé de 3 là, sur le handicap, sur, les soft skills et sur l'audit interne, l'importance de démontrer, l'importance pour vous de l'amélioration continue en interne. Ce qui est intéressant aussi et ce sera présenté le 26, c'est, la partie, responsabilité sociétale des entreprises puisque, bah, c'est un peu comme les soft skills, j'allais dire, on en fait tous un peu, sans nécessairement toujours le savoir ou sans tout à fait le formaliser. Et là, bah, ce qu'on va vous proposer, c'est justement d'utiliser, Certif Région pour pouvoir vous amener à formaliser tout ça et à vous rendre compte que c'est pas impossible. Sachant que j'ai vu quelques noms, d'organismes qui travaillent déjà avec France Travail, avec la région, voire avec, des OPCO. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, si, votre demande, votre dossier, votre proposition de formation a été acceptée, c'est qu'à un moment ou à un autre, vous répondez déjà, à tous ces éléments puisque la plupart des financeurs aujourd'hui attendent, notamment sur la responsabilité sociétale des entreprises, attendent des choses précises et bah, la plupart, vous êtes déjà engagés là-dedans. Voilà, donc l'idée, c'est aussi de vous présenter un label qui peut vous permettre d'avancer vous-même, de progresser, en douceur. Super, merci. Justement, on nous demande comment, s'inscrire au webinaire. J'ai remis les liens Voilà directement dans le chat, mais vous avez tout aussi, sur, le support, dans l'introduction. Une question, et par rapport surtout, à vous connaissez Certif-Région. Virginie maintenant, donc c'est le top. Pour un organisme de formation qui ne fait que des formations intra-entreprise, quelle serait notre plus-value de passer Certif-Région? Ouh, Peut-être c'est prendre une bonne question un ça, petit très pertinente. instant. Alors ça va dépendre de plusieurs facteurs, donc c'est vrai que c'est plus intéressant d'avoir un rendez-vous, téléphonique, pour qu'on puisse vraiment échanger sur le cas de votre structure. Mais par exemple, si vous n'êtes pas sur, une niche, sur une formation où vous êtes quasiment le seul à proposer, beh, avoir un label qui va au-delà de Calliope, qui est intégré dans la Mmh. dynamique régionale, c'est un argument que vous pouvez mettre en valeur, face à vos clients qui peut-être, eux, ont fait une démarche, de recherche, d'une formation auprès de plusieurs organismes. Alors, il faut être clair, hein, aujourd'hui, le label Certif Région n'est pas forcément connu par, vos clients. Mais par contre, Mmh. c'est, un label qui peut être, qui est, une des meilleures manières pour démontrer votre niveau, de qualité supplémentaire, en fait, votre démarche volontaire. C'est vraiment, une manière d'officialiser votre niveau, de qualité supplémentaire. Ça peut faire partie de votre argumentaire, donc n'hésitez pas à venir vers moi. On regardera le cas de votre structure pour, voir quelle peut être la plus-value pour vous, quel pourrait être l'intérêt, voilà, à court, moyen terme d'aller, sur le référentiel. Je Merci à pense que tout le monde. Ouais, Oui, oui, Sabrina oui. peut illustrer, puisqu'elle est venue sur Certif Région aussi, alors, je ne sais pas, il Ouais. faut elle a Ah, des idées sur la question. oui. Alors, c'est vrai que, bah, comme vous avez vu, moi, j'ai eu Calliope, enfin, j'ai obtenu Calliope en 2021 et j'ai enchaîné directement avec le label Certif Région parce que, bah, c'est vrai que c'est une belle reconnaissance déjà d'avoir ce label reconnu, voilà, qui, qui appartient à la région Occitanie. Donc, c'est toujours un plus. Et puis, bon, comme l'a souligné Virginie, c'est vrai que c'est un gage de qualité par rapport à Calliope. Et même si aujourd'hui, en effet, puis je pense que c'est aussi un avantage, c'est-à-dire un avantage concurrentiel qui se démarque aussi Ouais. à d'autres organismes de formation. Euh, et puis, voilà, c'est vrai que de se lancer dans cette démarche volontaire de certif région, quand on a passé
Calliope, hein, on appréhende beaucoup mieux et en fait, on comprend c'est très complémentaire et ça fait en fait ça fait directement ouais tilt parce que on va parler notamment du référent handicap même si on en parle aussi beaucoup maintenant sur le référentiel Calliope. On va parler de beaucoup aussi d'attendus sur l'égalité professionnelle avec du coup une formation qu'on doit suivre. Enfin je trouve que c'est très important et très intéressant voilà, moi, mon sens, je suis très très fière d'avoir ce label et je sais que j'irai aussi sur le renouvellement de ce label, très concrètement. Il y a effectivement la plus-value extérieure comme un avantage concurrentiel et intérieur, interne à la structure, avec des indicateurs, par exemple, qui viennent vous Ah oui, challenger sur votre méthodologie de répondre aux appels d'offres ou sollicitations oui. d'entreprise. C'est-à-dire que Mmh. vous aurez un regard extérieur sur comment vous répondez, aux demandes tout simplement et ça fait partie en fait des indicateurs comme le dit Sabrina qui font tilt. Vous le faites déjà Mhm. et c'est l'occasion de le mettre dans votre, démarche qualité, d'être challengé un petit peu De là-dessus, pouvoir le bien dire. sûr avec un regard bienveillant, hein. Mhm. C'est vrai que dans les rapports, d'audit, Certif Région, il y a, mis en avant des points forts et des points de vigilance. On n'est pas uniquement sur des non-conformités, on est vraiment sur cette notion encore plus fine, d'amélioration continue. Tout à fait. Merci, merci beaucoup pour ce retour encore, du terrain. D'autres témoignages aussi, en juin, en mai, puis n'hésitez pas, hein, vous avez aussi la liste des organismes, labellisés sur le site du CARIF. Vous pouvez aussi les contacter si ils sont sur votre territoire, s'ils sont, voilà, de la même taille, si vous en avez déjà entendu parler. C'est aussi en quelque sorte une communauté, hein, ces organismes, labellisés, avec toujours, moi je peux vous en témoigner, une volonté d'échange sur les pratiques. À chaque fois que je sollicite un organisme labellisé pour un témoignage, c'est vraiment, une opportunité qui est très importante pour eux de partage. Il y a quelque chose de fort en fait dans les organismes qui vont sur cette démarche, volontaire, qui veulent avoir un coup d'avance et partager. Merci beaucoup, d'être restés avec nous, la grande majorité, d'entre vous pour votre participation dans le chat. C'est ça qui donne, la plus-value, hein, du direct, du synchrone. Vous savez, on vous l'a dit, vous avez le replay disponible, mais vous êtes là, vous participez jusqu'au bout. Merci beaucoup à ça pour ça, parce qu'on a besoin de vous aussi, hein, que ce soit par des témoignages, par des remarques, par vos questions, pour bien répondre, à vos questionnements, vos attentes. Un mot-clé, chacune d'entre vous pourrait, d'abord Sabrina et après Marie-Béatrice, dire un mot-clé sur, peut-être la préparation à l'audit de renouvellement, comment considérer ça? La préparation, tout simplement, je dirais, voilà. Si on devait choisir un mot, c'est la préparation, c'est Ouais, l'anticipation. Voilà. je dirais pas mieux. Mmh. L'amélioration continue et Ah la oui. préparation à ces Voilà, tout moments à clés. fait, tout à fait. Super, merci beaucoup. Bientôt le replay et le support, sur le site du CARIF et puis, n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés sur, le label Certif Région. Très bonne journée à vous. À bientôt. Au revoir.